Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. Cessons ces petites phrases qui jettent le trouble et qui nuisent à notre campagne. Déclaration de Pierre de Saint-Ignon, le candidat du PS pour les régionales en Nord-Pas-de-Calais Picardie. Il rejette toute idée de fusion des listes pour faire barrage au FN, comme le suggère Manuel Valls. Réaction et débat dans un instant. La réponse de François Hollande à John Kerry pour le président français, l'accord attendu à l'issue de la COP21 sera contraignant ou il n'y aura pas d'accord, a-t-il déclaré en marge du sommet de Malte. Le secrétaire d'État américain avait en effet mis en doute le caractère coercitif du résultat de la conférence de Paris. Et il sera d'ailleurs question de la sécurité de la COP21 et du rétablissement des contrôles aux frontières pendant cet événement. Lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement du Sénat, c'est à suivre dans moins d'un quart d'heure en direct sur notre antenne. Et je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à nos débats, vous pouvez le faire sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner comme tous les jours jusqu'à 16h30, nos journalistes en duplex, Perrine Tarnaud depuis la salle des conférences du Sénat et Tam Tranui en direct de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on commence notre multiplex avec Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Tam, alors je le disais, la séance de questions d'actualité au gouvernement va débuter dans moins d'un quart d'heure maintenant. Quels sont les thèmes qui vont être abordés cet après-midi, Tam? Écoutez, premier temps fort attendu, une question sur la situation des migrants, en particulier ceux qui sont exfiltrés de Calais, avec une question de Esther Benbassa, la sénatrice écologiste qui s'est rendue au centre de rétention de Vincennes où sont rassemblés notamment des migrants en provenance de Calais, souvent contre leur gré. L'objectif, selon la sénatrice, désengorger la ville de Natacha Bouchard avant les régionales. On va voir ce que va lui répondre Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur qui sera également interpellé par le sénateur du groupe Les Républicains, André Reichardt, sur le contrôle aux frontières qui seront rétablis pendant la COP21. Vous l'avez dit, le ministre qui a évoqué il y a quelques jours, le 6 novembre très exactement, un contexte de menaces terroristes et de troubles à l'ordre public. L'idée du dispositif, c'est de mettre en place durant un mois ce qui se pratique aux frontières des 26 pays de l'espace Schengen. Enfin, notons deux questions du groupe socialiste, celle de Dominique Bailly qui interrogera Najat Vallaud-Belkacem sur la mixité sociale et la carte scolaire, alors que la ministre de l'Éducation nationale a annoncé une grande expérimentation dans 30 à 50 collèges. Également, une question à Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, qui sera interrogé sur son nouveau projet de loi Noé pour nouvelles opportunités économiques. Merci beaucoup Tam et on vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite direction la salle des conférences du Sénat car Perrine Tarnaud nous attend avec un premier invité. Vous êtes avec Didier Guillaume, le patron des sénateurs socialistes ici au Sénat. Exactement Delphine. Didier Guillaume, bonjour. Bonjour. L'idée de fusionner les listes de droite et de gauche entre les deux tours des élections régionales, idée qui aurait été évoquée par Manuel Valls, suscite un tollé. Quelle est votre réaction à vous? D'une vaguelette, on veut faire un tsunami. De commentaires, on veut faire une position d'ores et déjà. Aujourd'hui, cette position qui n'a pas été faite dans la bouche du Premier ministre, qui a été rapportée, on est bien d'accord. Rapportée par des journalistes qui étaient présents à un déjeuner avec le Premier ministre. Donc si Manuel Valls a dit ça, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc ça peut faire partie des hypothèses, mais nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, nous sommes là pour préparer le premier tour de l'élection régionale. Et au soir du premier tour... C'est comme ça qu'on prépare le premier tour, selon vous ? Non, c'est en allant sur le terrain, c'est comme le fait le Premier ministre en faisant des meetings dans toutes les régions, parfois plusieurs par région. Je pense que, moi je ne vais pas commenter les commentaires. Nous passons le premier tour, au soir du premier tour, la situation elle sera claire. Si le total des voix de gauche est supérieur au total des voix de droite, ça sera à la droite de prendre ses responsabilités. Et là où il y a un risque d'élection du Front National. Voilà, et puis le soir du premier tour, les socialistes et leurs alliés prendront leurs responsabilités comme ils l'ont toujours fait. Donc finalement, vous dites comme le candidat socialiste dans cette grande région du Nord, Pierre de Saint-Ignon, vous dites stop aux petites phrases. Pas du tout, je dis pas stop aux petites phrases parce que c'est pas le sujet, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de petites phrases. Mais là, ce n'est pas une petite phrase, c'est monter en épingle quelque chose qui a été dit dans un déjeuner ou dans une rencontre. C'est pas ça la politique. Le Premier ministre, il est tout entier dans la gestion du gouvernement et de la préparation du budget. Et comme chef de la majorité, il ira faire des meetings partout pour faire monter le plus haut possible la gauche, les socialistes, la gauche au premier tour. C'est de ça dont il s'agit.
Très bien, bah écoutez, merci pour cette Merci réaction, à vous. Didier Guillaume. Delphine, on revient dans quelques instants sur cette question avec d'autres invités. Merci beaucoup Perrine, et vous venez d'en parler avec Didier Guillaume. Manuel Valls a donc relancé le débat sur la fusion des listes de droite et de gauche pour contrer le Front National aux élections régionales. Cette stratégie agace aussi bien à droite comme à gauche. Reportage de Quentin Calmet avec Géraldine Bavoilot. Tout faire contre l'extrême droite, c'est ce que martèle Manuel Valls depuis 2 semaines. Au départ, il suggère le retrait des listes PS là où il y a donc GFN. Maintenant, il imagine la fusion. Des listes PS et LR unies au second tour des régionales. Le but, faire barrage à la présidente du parti d'extrême droite, candidate au régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La proposition du Premier ministre ne fait pas l'unanimité et la stratégie agace la gauche. Alors j'appelle l'ensemble des socialistes à se concentrer sur le premier tour. La question qui est posée, c'est celle du premier tour, pointe à la ligne. On fusionne avec des listes avec lesquelles on peut passer des compromis et faire un projet. Si on est dans une logique où effectivement on donne raison au Front National qui parle sans cesse de l'UMPS, je pense que c'est se tirer des balles dans le pied soi-même. Une posture qui n'est pas sans risque. Avec des listes conjointes aux élections régionales, c'est assumer le slogan de Marine Le Pen. L'UMPS est né dans la bouche de Manuel Valls et il sera très probablement une réalité entre les 2 tours de l'élection régionale. Manuel Valls prépare le coup d'après, celui qui verrait Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Il aura été celui qui aura tout tenté pour empêcher le FN d'arriver au pouvoir. Certains défendent timidement le Premier ministre. Trouver de temps en temps des bouts de chemin ensemble, des bouts de chemin entre républicains. Les Républicains sont pris dans un étau entre la menace FN et les appels du pied du PS. Plus que 4 semaines pour décider d'une stratégie. Dans le reste de l'actualité, le sommet de la Valette à Malte, les Européens ont lancé un fonds d'aide à l'Afrique de 1,8 milliard d'euros pour convaincre les pays africains de les aider à endiguer l'afflux de migrants. Et en marge de ce sommet, François Hollande a répondu à John Kerry. Il a précisé qu'il faudra bien un accord contraignant lors de la prochaine COP21. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Si l'accord n'est pas juridiquement contraignant, il n'y a pas d'accord. Parce que ça voudra dire qu'il n'est pas possible de vérifier ou de contrôler les engagements qui seront pris. Donc je comprends que les États-Unis ont des problèmes avec leur Congrès, c'est tout à fait légitime, et je sais combien c'est difficile, mais nous devons donner à l'accord de Paris, si accord il y a, un caractère contraignant au sens où les engagements qui auront été pris devront être tenus et respectés. Ce matin, au Sénat, à la suite de l'examen du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les sénateurs ont poursuivi l'examen de la partie recettes et ils ont rejeté la suppression des cotisations patronales sur les bas salaires. C'est pourtant ce que demandaient les sénateurs communistes. Je vous propose d'écouter cet échange. Nous proposons ici la suppression des exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, dit dispositif Fillon. Son évolution fait qu'il touche l'ensemble des entreprises et donc y compris celles qui font des bénéfices. Ainsi, des sociétés comme Auchan, Total ou Air France en bénéficient, pour ne citer que les plus emblématiques, ce qui nous interroge sur l'utilité de ces aides publiques à des entreprises qui, compte tenu de leurs profits, n'en ont aucunement réellement besoin. Le manque à gagner pour la sécurité sociale est certes compensé par l'État. Cette compensation représente 20 à 22 milliards d'euros par an s'agissant du sujet que l'on traite ici, soit quand même près de 2,5 fois le trou de la sécurité sociale. Et il n'est absolument pas prouvé, malgré ce que certains affirment, que justement cette mesure aide à la création d'emplois, ou au moins, bien sûr il y a des emplois créés puisqu'on donne de l'argent, mais ce n'est pas prouvé qu'il y ait un effet de levier. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est effectivement une incitation au bas salaire pour que l'entreprise puisse en bénéficier. Voilà, et l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale se poursuivra ce soir et demain pour un vote solennel mardi 17 novembre prochain. Nous sommes maintenant à moins de 5 minutes du début de la séance des questions d'actualité au gouvernement. Pour tout savoir des enjeux de cette séance, on retrouve Tam Tranui, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Alors Tam, on a vu beaucoup de thèmes qui vont être abordés cet après-midi. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séance qui s'annonce? Oui, alors vous le voyez, l'hémicycle derrière moi est
est en train de se remplir petit à petit. Il va y avoir pendant 1 heure une douzaine de questions. Je vous rappelle le principe des questions d'actualité. 1 heure de questions qui seront plus courtes que l'année dernière avec l'instauration du droit de réplique pour le sénateur s'il n'a pas épuisé son temps de parole, de quoi dynamiser le débat. Et puis un temps fort. Le temps fort, ça sera indéniablement la question d'Esther Benbassa, l'élu écologiste qui va interpeller Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, sur la situation des migrants exfiltrés de Calais, alors qu'elle-même a visité récemment le centre de rétention administrative de Vincennes. Elle estime que ces migrants ont été exfiltrés de Calais à cause du contexte électoral, l'arrivée des élections régionales du mois de décembre. Autre question importante, celle du sénateur Les Républicains André Reichardt, qui va poser une question sur le retour du contrôle aux frontières pendant la COP 21. Contrôle aux frontières qui vont être rétablis pendant 1 mois. Rappelons que Bernard Cazeneuve, au début du mois de novembre, le 6 novembre, a parlé du risque terroriste et du risque de troubles à l'ordre public. Notons enfin également la question de la centriste Sylvie Goy-Chavent sur la situation des abattoirs. Elle va poser une question, on le sait, dans le contexte des images des abattoirs d'Alès qui ont été divulguées, montrant toute la maltraitance animale qu'il y avait là-bas. Merci beaucoup Tam, effectivement, et Sylvie Goy-Chavent sera au micro de Perrine Tarnaud à partir de 16h. D'ailleurs Perrine, on vient vers vous puisque vous êtes avec une autre invitée, la secrétaire d'État à la famille, Laurence Rossignol. C'est à vous Perrine. Oui Delphine, Laurence Rossignol, bonjour, merci d'être avec nous en direct avant ces questions d'actualité. Pour revenir toujours sur cette idée de fusionner les listes de gauche et de droite entre les 2 tours dans la grande région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, d'où vous venez, puisque votre circonscription était dans l'Oise. Que pensez-vous de cette proposition du Premier ministre? C'est pas simplement d'où je viens, c'est là où je suis encore élue comme conseillère régionale et là où je suis candidate sur la liste de Pierre de Saint-Ignon dans l'Oise. Et aujourd'hui, nous sommes en campagne. Rien n'est joué, les électeurs entrent simplement maintenant dans l'idée des régionales, commencent à réfléchir, ils font connaissance avec notre candidat Pierre de Saint-Ignon avec beaucoup de bonheur et nous sommes en bataille pour un bon premier tour. Et un premier tour dans lequel la gauche soit le plus haut possible et le Parti socialiste le plus haut possible dans la gauche. Et c'est ce premier tour qui nous dira les options du 2e tour. Mais pourquoi ces déclarations alors du Premier ministre? Pourquoi il tue le premier tour finalement? Non, mais le Premier ministre est déterminé à chaque élection, aussi bien cette année dans les régionales que l'année dernière dans les départementales, à faire barrage au Front National et à montrer que c'est un gouvernement, une gauche qui est responsable. Mais une gauche responsable, c'est une gauche qui se bat, une gauche qui fait campagne, une gauche qui propose avec Pierre de Saint-Ignon un projet pour les Picards, et c'est une gauche qui croit en ses chances de réussite. C'est pas les sondages qui font les élections, ce que nous constatons aujourd'hui. Dans les sondages, vous êtes très loin pour l'instant. Mais je pense qu'il faut poser la question à la droite de savoir ce qu'ils voudront faire pour faire barrage au Front National. Mais la question leur sera posée aussi, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, mais ce que j'observe, c'est qu'elle est tout le temps posée au Parti socialiste, et voire même il faut la poser aux partenaires. Il faut la poser aussi aux partenaires de gauche. Il faut la poser à Europe Écologie Les Verts, il faut la poser à tout le monde, pas simplement à nous. Nous, ce qui est sûr, c'est que nous prendrons responsabilité à la fois pour rassembler la gauche au soir du premier tour et pour rassembler le plus grand nombre de citoyens contre le Front National au soir du 2e tour. Fusionner des listes, ça pourrait être sur quel projet? Est-ce qu'il peut y avoir un projet commun entre la gauche et la droite? La question n'est pas à la fusion de listes et au projet commun entre le premier et le 2e tour. La question est à créer les conditions d'un premier tour qui nous éclaircissent les questions du 2e tour et qui fassent que le rassemblement de la gauche et républicain soit possible autour de nous. Mais vous qui êtes ancré depuis longtemps dans votre département de l'Oise, vous vous inquiétez quand même de cette montée Dans mon département de l'Oise, nationale. Je fais campagne, j'agis. Nous avons agi pour les citoyens picards avec la région. Nous continuons cette politique, nous la défendons. Nous défendons à la fois un bilan et aussi un projet avec Pierre de Saint-Ignon. Et nous défendons surtout le rassemblement des forces de gauche au soir du premier tour. Et c'est à partir de ce rassemblement des forces de gauche le plus haut possible que se fera le rassemblement républicain contre le Front National. Très bien, merci beaucoup Laurence Rossignol. Ça a sonné, je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle puisque Delphine, dans quelques instants, vont démarrer ces questions d'actualité au gouvernement. Oui, merci beaucoup Perrine. Et avant de rejoindre l'hémicycle, cette information, le sénateur écologiste André Gattolin qui demande au ministre des Finances Michel Sapin l'amnistie pour les sites d'information Mediapart et Arrêt sur Image contraints de payer des redressements fiscaux de respectivement 4,1 millions et 540 000 euros.
Figaro. Dans une question écrite, il veut savoir quelles mesures le gouvernement compte prendre pour trouver une issue à la situation financière critique de Mediapart, Arrêt sur Image, mais également les publications Indigo, alors qu'ils ne peuvent faire face à ces montants. On va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle où la séance de questions d'actualité au gouvernement va débuter. Et on se retrouve juste après avec deux invités, les sénateurs Luc Carvounas pour le Parti Socialiste et Vincent Delahaye pour les centristes, pour débriefer et analyser ensemble cette séance. Bonne séance à tous. Voilà, vous le voyez sur ces images, la séance de questions d'actualité va débuter dans un instant. On va retrouver Tam Tranui pour faire un point. Tam, on l'a dit, sur les thèmes qui vont être développés cet après-midi. Oui, alors parmi les thèmes importants cet après-midi, bien sûr la situation des migrants avec la question d'Esther Benbassa à Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui va être interpellé par la sénatrice écologiste sur ces migrants qui sont exfiltrés de Calais. Elle a vu certains d'entre eux au centre de rétention administrative de Vincennes. Elle estime que l'objectif du gouvernement, c'est de désengorger Calais à l'approche des régionales. Alors une autre question d'importance sera celle d'André Reichardt, toujours au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Une question qui portera, elle, sur le retour du contrôle aux frontières pendant la COP21. Mais tout de suite, on va prendre la direction de l'hémicycle puisque Gérard Larcher est en train de commencer à ouvrir les questions d'actualité au gouvernement. France 3, Public Sénat et le site internet du Sénat. La parole est à Claude Berry-Debat pour le groupe socialiste et républicain. Pour 2 minutes, vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Madame la ministre, vous présentiez lundi de nouvelles mesures fortes concernant le prêt immobilier à taux zéro. Comme l'a rappelé le Président de la République à Nancy, l'accès à la propriété du plus grand nombre de nos concitoyens est un impératif à la fois économique et social. Construire, c'est non seulement loger, mais c'est aussi créer de l'activité et de l'emploi. Les professionnels qui accueillent ces mesures avec enthousiasme en sont unanimement convaincus. Comme eux, je ne peux que me réjouir du renforcement de ce dispositif qui, notamment dans nos départements ruraux, favorisera le développement de l'activité des PME, des TPE, du secteur du bâtiment. Ces nouvelles mesures permettront, à côté du 1er janvier 2016, d'étendre l'accès au taux du prêt à taux zéro à un plus grand nombre de ménages, améliorant ainsi le financement de leurs projets immobiliers. Les seuils des revenus d'éligibilité seront relevés, la part des achats financés dans le neuf sera revalorisée, le remboursement pourra être différé selon les revenus, les durées de prêt seront allongées. Mais surtout, l'élargissement du prêt à taux zéro bénéficiera désormais aux logements anciens faisant l'objet de travaux de rénovation, notamment dans les 30 000 communes rurales qui pourront désormais y prétendre. Madame la ministre, les chiffres montrent aujourd'hui que votre politique commence à porter ses fruits. À l'heure, Monsieur le Président, où cette dynamique positive, pouvez-vous nous détailler les modalités d'application de ce dispositif ainsi que les retombées attendues tant pour l'activité économique que pour l'emploi? Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires, de la Ruralité, pour 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement décrit le dispositif que nous avons annoncé lundi avec le ministre du Budget, suite à la volonté du Président de la République d'améliorer l'accès à la propriété des jeunes et des classes modestes. Nous avons souhaité en effet prendre des mesures qui soient simples, lisibles et efficaces,
puisque, comme vous l'avez rappelé, suite à l'annonce du plan de relance l'année dernière avec le Premier ministre, beaucoup de segments du logement, le logement social, mais également le logement intermédiaire, ont permis une augmentation des ventes qui commence à se traduire dans les chiffres des permis de construire et des mises en chantier. Mais nous constations que l'accession à la propriété restait en retrait. Pour cela, nous avons donc agi sur l'ensemble des paramètres du prêt à taux zéro pour le rendre plus efficace en augmentant sa quotité de l'ordre de 40%, en augmentant le plafond de revenus pour permettre à davantage de ménages d'y avoir accès, en augmentant la capacité de différer et de délai de remboursement. Mais vous l'avez également souligné, le gouvernement a souhaité permettre l'accession à la propriété dans l'ancien et élargi à l'ensemble du territoire et non plus uniquement les communes rurales comme nous l'avions expérimenté l'année dernière, ce qui nous permettra, avec l'ensemble de ces dispositifs, de passer de 65 000 prêts à taux zéro distribués par an à 120 000 et créer 50 000 emplois. Vous le voyez, le gouvernement est déterminé à faire de la relance de la construction une priorité parce que c'est important pour la croissance, c'est important pour l'emploi dans l'ensemble de nos territoires. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Lana Tetuani pour le groupe Union des démocrates et indépendants et pour 2 minutes, ma chère collègue. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la ministre des Outre-mer, dans le cadre de l'examen de la présente loi de finances 2016, je tiens à vous rappeler qu'un avis défavorable a été rendu par l'Assemblée de la Polynésie française le 1er octobre dernier, et ce, à l'unanimité de ses membres contre l'article du projet de la loi de finances portant sur la réforme et sur la diminution de la DGF allouée aux communes. Le Premier ministre a tout récemment déclaré que la réforme envisagée portant sur cette dotation serait reportée. Néanmoins, et en l'absence de confirmation à ce sujet, je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur le mécontentement général de la classe politique polynésienne sur cette baisse de crédit qui affectera le bon fonctionnement des actions communales ainsi que sur la réduction de la dotation globale d'autonomie en 2016, après déjà 2 années de baisse dans le cadre de pacte de responsabilité. Cette dernière dotation sanctuarisée au titre de la participation de la Polynésie française à la mise en place de la force de frappe nucléaire de la France constitue dans notre collectivité un sujet extrêmement sensible. Cela apparaît comme une remise en cause de la parole de l'État. En effet, à la différence des autres collectivités territoriales, la Polynésie ne bénéficie pas des autres leviers budgétaires propres aux communes métropolitaines qui, elles, peuvent bénéficier de compensations financières sur d'autres supports. En conséquence, je plaide aujourd'hui pour un rétablissement de nos crédits DGF alloués pour nos communes. Nous avons participé malgré tout plusieurs années aux nécessaires efforts de maîtrise budgétaire initiés par l'État, alors même que notre collectivité d'outre-mer, dotée de l'autonomie, ne peut prétendre au bénéfice de nombreuses dispositions de soutien dévolues aux collectivités. Ma question, Madame le ministre, je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous préciser si la DGF des communes de Polynésie française est bien maintenue et qu'elle ne sera pas diminuée. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Outre-mer. Madame Georges Paul-Langevin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Lana Tetuani, je suis consciente de l'émotion qu'a pu provoquer la baisse des crédits alloués à la dotation globale d'autonomie en Polynésie. Je sais le caractère symbolique de cette dotation pour les Polynésiens. Et c'est un sujet dont nous avons beaucoup parlé avec les députés lors de l'examen des crédits à l'Assemblée. Comme j'ai eu l'occasion de le faire, je tiens à vous préciser que nous n'avons pas accédé à la demande de porter cette dotation de 80 millions à 84 millions parce que si nous l'avions fait sur cette ligne-là, cela signifiait que nous avions 16 millions d'euros d'autorisation d'engagement qui devaient être supprimés. Par conséquent, alors que la Polynésie a besoin d'un certain nombre de mesures pour pouvoir mettre en place des projets et des activités, ce n'était pas opportun. Je me suis engagée en revanche, et je réitère cet engagement aujourd'hui,
à faire en sorte que, en gestion, les 84 millions soient bien alloués à la Polynésie. Mais il est hors de question, me semble-t-il, dans votre intérêt, dans l'intérêt de la Polynésie, de faire figurer cette hausse dans les dotations qu'elle figure aujourd'hui, parce que la répercussion sur les autorisations d'engagement aurait été immédiate. S'agissant des dotations aux collectivités territoriales ultramarines, c'est vrai que le fait que les collectivités d'outre-mer et de Mayotte soient exemptées de la contribution au redressement des finances publiques et la reconnaissance d'une fragilité particulière de ces communes. Par ailleurs, vous savez que l'an dernier, donc, nous avons désindexé la DGA de Polynésie de la DGF pour éviter qu'elle ne diminue de la même manière que dans les autres communes. Cette année, nous portons la réforme globale des dotations de l'État au bloc communal et par conséquent, au total, l'évolution sera favorable aux communes d'outre-mer. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Alain Vasselle pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, je vous interpelle en qualité de chef du gouvernement. Le gouvernement, il ne se passe pas 2 jours, il annonce une réforme. La réforme du prélèvement de la source à l'impôt sur le revenu. Une réforme du Code du travail. Faire voter le tiers payant. La mise en œuvre de la révision des bases de la valeur locative et veut faire voter la réforme de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités. Toutes ces réformes ont un point commun. Monsieur le ministre, le gouvernement a décidé qu'elles n'entreraient en vigueur qu'après 2017. En vertu de quelle logique, Monsieur le Premier ministre, reportez-vous systématiquement tout en affirmant quotidiennement qu'il y a urgence absolue à réformer le pays? Nous attendons votre réponse. Pour répondre à Alain Vasselle, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Il y a là, au Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, une ambiance que j'aime désormais retrouver régulièrement. Et une attente que je ne trouve pas ailleurs, mais que je vois ici. Monsieur Alain Vasselle, je pourrais rappeler dans bien des domaines les différentes réformes que nous avons menées, même s'il faut souvent se mettre d'accord sur le mot réforme, qui parfois d'ailleurs inquiète nos concitoyens si on ne donne pas un sens au mot réforme, c'est-à-dire la modernisation du pays, mais aussi la justice sociale qui s'impose. Mais il y en a de nombreuses. Je pense bien sûr au mariage pour tous, je pense à la diminution du nombre de régions, je pense à la réforme du collège, je pense à la parité, je pense au non-cumul des mandats qui a trouvé un succès certain dans cette Assemblée, je pense à la mise en œuvre de la Banque publique d'investissement. J'arrête là parce qu'il s'agit de réformes menées depuis 2012 et qui sont nombreuses. Je pense à l'engagement qui est le plus important de mon point de vue, qui est bien sûr la réforme profonde de notre économie par et la baisse du coût du travail et de la fiscalité sur les entreprises, 40 milliards d'euros, mais qui s'accompagne, et c'est nécessaire, par la lutte indispensable contre les déficits publics, 50 milliards d'euros sur 3 ans, puisqu'il s'agit de redonner de la force et de la compétitivité à notre pays. Mais vous m'interrogez sur les réformes à venir. Il y en a 3 importantes. Je ne serai pas long, mais je veux uniquement les évoquer. Celle concernant le droit du travail. Personne n'a jamais remis sur le métier cette réforme essentielle pour faire en sorte que la négociation entre les salariés et les responsables des entreprises se fasse au plus près du terrain, dans les entreprises ou dans les branches qu'il faut par ailleurs diminuer. Nous allons réécrire en moins de 2 mois, c'est la mission que nous avons confiée à Robert Badinter, en moins de 2 mois, l'ensemble des principes prescripteurs par ailleurs pour ce qui concerne le droit du travail. Et dès un texte de loi de 2016, nous allons nous attaquer à l'organisation du temps du travail, parce que chacun sait
qu'aujourd'hui elle est trop rigide et qu'à l'époque du numérique, il faut être capable là de faire démonstration de souplesse. 120 ou 130 pages du Code du travail qui concernent l'organisation du travail seront d'ores et déjà modifiées en 2016. Et puis enfin, parce que le Code du travail, c'est une œuvre particulièrement importante, peut-être faudra-t-il aller plus vite sur tel ou tel aspect, nous nous donnons du temps et je pense, et je réponds d'une certaine manière à votre remarque, qu'il faut aussi se donner du temps. Et le fait de le faire, y compris sur 2 ans et qui enjambe un quinquennat, c'est, me semble-t-il, dans une république moderne, dans un pays moderne, une capacité de réformer qui doit permettre à chacun de converger vers une réforme qui est importante et qui doit associer, bien sûr, le patronat, les organisations syndicales et la représentation nationale, puisqu'elle sera consultée sur ce sujet-là. Mais cette réforme, elle se fera, elle est engagée. Il y a 2 textes de loi importants, celui qui vient bientôt sur le numérique et la loi sur les nouvelles opportunités économiques. Et là également, et c'est un message d'optimisme qu'il faut être capable aussi de faire passer dans la société, les opportunités offertes par le numérique, ce que ça représente comme changement sur le marché du travail, dans l'entreprise, mais aussi dans la vie quotidienne, dans l'organisation du travail. Donc, pour les services, pour les entreprises, pour l'État, ces réformes seront aussi importantes et elles seront adoptées en 2016. Et puis, il y a une réforme importante sur les questions de l'égalité, à travers toutes les problématiques du logement, de la citoyenneté, de la jeunesse, qui accompagnent ce que nous avons engagé, notamment en matière d'école, de mixité sociale dans les collèges. La ministre va s'exprimer dans un instant en répondant à l'une de vos questions. Et cette réforme fera l'objet aussi, celle concernant l'égalité et la citoyenneté, parce que modernité, autorité, sécurité, égalité sont les axes importants de la politique que nous menons. Et en ce qui concerne enfin la fiscalité, monsieur le sénateur, mais enfin, tout le monde évoque depuis des années, tout le monde la demande, la retenue à la source. Et tout le monde disait on ne peut pas le faire parce que c'est compliqué. Nous l'engageons et cette réforme, comme d'autres, est irréversible et personne n'y reviendra. Et c'est plutôt de bonne méthode de faire en sorte que là aussi, elle se mette en œuvre sur 2-3 ans et qu'elle s'applique à partir du 1er janvier 2018. Personne n'y reviendra. Mais chacun sait désormais que cette réforme est inscrite dans la réalité fiscale, dans la réalité qu'attendent aujourd'hui nos concitoyens. Sur la DGF, curieuse critique, vous nous demandez l'ensemble des associations d'élus qui peuvent être représentées ici. Je salue François Baron et nous nous verrons en fin d'après-midi avec une délégation de l'AMF pour préparer le congrès de la semaine prochaine. Tout le monde nous dit qu'il faut un peu de temps, il faut y travailler. Mais le gouvernement écoute. Les principes sont votés dans la loi de finances et la réforme de la DGF, qui sera conclue ce printemps prochain, avec l'ensemble des simulations, notamment sur les perspectives pluriannuelles, elle sera appliquée à partir du 1er janvier 2017. Donc j'en conclus, monsieur le sénateur, c'est que nous avons une approche différente de la réforme. Pour moi, les réformes sont celles qui s'inscrivent dans le temps et qui sont efficaces. Ce n'est pas l'esbrouf, c'est une capacité à réformer une société qui est difficile à réformer, mais ce que nous avons engagé change et changera profondément le pays, qui a besoin de se préparer à confronter les grands défis de l'avenir, mais dans la justice, c'est ce que nous demandent les Français. Monsieur Alain Vassel, pour 1 minute. Monsieur le Premier ministre, drôle hasard du calendrier que d'attendre la mi-mandat présidentielle pour engager des réformes structurelles comme celles que vous venez de justifier à l'instant même. Je note, monsieur le Premier ministre, que vous avez passé 5 minutes de votre temps à justifier ces réformes sans nous expliquer réellement ce qui justifiait une mise en œuvre aussi tardive. Je constate, monsieur le Premier ministre, qu'aujourd'hui, c'est le mécontentement général dans le pays. Les médecins vont être dans la rue, après les avocats et les policiers. C'est de la véritable valse-hésitation à laquelle nous assistons de la part de ce gouvernement. Eh bien, nos concitoyens sauront, le moment venu, tirer les enseignements de votre position. 10 secondes, monsieur le Premier ministre. Non. Bien, la parole est à notre collègue Michel Amiel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour 2 minutes 30. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adressera à Monsieur le Premier ministre. Elle concerne le décret du 28 octobre 2015 qui porte simplification des procédures d'établissement de certains ouvrages d'acheminement de l'électricité en supprimant l'obligation de déclaration préalable ou de délivrance d'un permis de construire. Désormais, seul le ministre chargé de l'électricité aura la compétence pour prononcer la déclaration d'utilité publique aux ouvrages de tension supérieure à 225 000 volts,
court-circuitant, si j'ose dire, toute procédure. Lors d'un rendez-vous avec le directeur de cabinet de Mme Ségolène Royal, il y a maintenant 1 an, j'ai eu l'occasion d'alerter le gouvernement sur les pratiques de RTE, Réseau Transport Électricité, en particulier concernant la ligne Lavera-Pontoré-Altor, actuellement exploitée à 225 000 volts et qui devrait être exploitée désormais à la tension de 400 000 volts. Je crains que ce décret ne soit hélas la réponse que j'attendais en vain de la part du ministère. Il fait fi de l'avis des collectivités, de l'avis des citoyens, des habitants des communes sur lesquelles RTE aura finalement tous les droits par l'intermédiaire du ministre. Monsieur le Premier ministre, comment donc expliquez-vous l'apparition de ce décret qui fait la part belle à la volonté de RTE au détriment des pouvoirs du maire, qui, dans le cas présent, n'est là que pour défendre sa population, en particulier dans un domaine qui m'est cher, le domaine sanitaire. Rappelons en effet que les études concernant les effets sur la santé des lignes de très haute tension ne sont pas conclusives, comme le rappelle le Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État en charge des transports, de la mer et de la pêche. Vous avez la parole pour 2 minutes 30, Monsieur le Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez sur le décret du 28 octobre dernier, publié pour simplifier les procédures relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité. Ce décret supprime effectivement le permis de construire pour les ouvrages aériens de transport d'électricité, mais uniquement dans le cas où ces ouvrages font déjà l'objet d'une autre autorisation qui relève également de la compétence du préfet et comporte les mêmes pièces et les mêmes avis obligatoires. C'est donc uniquement un décret de simplification qui supprime des procédures redondantes, car comme vous le savez, il existe en l'espèce des procédures particulières qui exigent l'avis des collectivités locales. Il s'agit donc simplement d'éviter le même dossier avec les mêmes avis. Ce décret, sur le fond, ne modifie en rien l'association des élus et des citoyens. Les collectivités restent consultées de manière systématique et je réaffirme aujourd'hui le fort attachement du gouvernement à ce que ces projets soient élaborés dans la concertation et dans la co-construction. Je voudrais également revenir sur les effets sanitaires que vous évoquez fort légitimement. Les lignes à très haute tension sont en effet à l'origine de champs magnétiques importants. Il est donc nécessaire de poursuivre les études tout en soulignant que les rapports les plus récents, celui de l'INSERM de 2013 et celui de l'ANSES de 2015, ont identifié des effets potentiels mais n'ont pas établi de liens biologiques entre les lignes électriques et les populations riveraines, qu'elles soient humaines ou animales. Monsieur Amiel. Oui, Monsieur le Ministre, je voudrais rappeler que la tension nominale pour laquelle la ligne à laquelle je faisais allusion, autorisée en 1970, est de 380 000 volts et non de 400 000. Donc, je conteste la validité des DUP et actes de servitude et cela peut ouvrir lieu, effectivement, à des contentieux. Et je crains que ce décret, sous couvert de simplification, n'a d'autre but que de passer en force. Il me semble qu'une solution de sortie de crise pour cette question serait peut-être une approche en termes d'enfouissement de ces lignes, comme cela a pu être fait ailleurs. Ce serait une excellente solution, tant sur un plan environnemental, même si, bien évidemment, elle a un coût. Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue Esther Benbassa pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue, pour 2 minutes 30. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, les médias ont commencé à faire état d'exfiltration de Calais vers des centres de rétention, les CRA, de réfugiés souhaitant passer en Angleterre. Des exfiltrations visant non à traiter les effets dramatiques d'une crise migratoire majeure, mais juste à désengorger Calais en cette veille d'échéance électorale. Le 10 novembre, en visite au CRA de Paris-Vincennes, j'ai rencontré des gens perdus, exténués, humiliés, n'ayant rien à faire là, arrêtés dans les gares parisiennes pour empêcher leur départ vers Calais et traités sans ménagement, à les en croire, dans les commissariats.
ou encore ramassés à Calais même, certains ayant été séparés de leurs proches, tous non expulsables vers leur pays d'origine. Les arrivées se sont échelonnées le 29 octobre, puis le 3 novembre et encore le 8 novembre. Une centaine de personnes en tout, pour partie libérées, mais aussitôt remplacées par d'autres. D'autres arrivées sont attendues les 15, 21 et 26 novembre. L'association Service social familial migrants, qui s'occupe des CRA, juge que les choses ont pris, je les cite, un tour particulièrement effrayant dans un état de droit, et que les mesures prises, je cite de nouveau, au mieux ubuesques, au pire illégales. Ceci témoigne d'un mépris flagrant des droits élémentaires des personnes concernées. Au CRA de Paris-Vincennes, 7 réfugiés ont entamé mardi une grève de la faim. D'autres se joignent à eux. Monsieur le ministre, ma question est double. Quand sera-t-il mis fin à une manipulation attentatoire à la dignité des personnes et ternissant l'image de la France? Quand une solution de fond sera-t-elle mise en œuvre, garantissant aux réfugiés un accueil conforme aux droits et aux riverains de la jungle de Calais la tranquillité à laquelle ils peuvent prétendre? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je vais répondre très précisément à votre question, d'abord en évoquant le volet humanitaire. Pourquoi ne dites-vous pas dans la question que vous avez posée que depuis 10 jours, ce sont 1000 personnes qui relèvent du statut de réfugiés en France et en Europe, qui sont situées à Calais, qui ont été mises en situation de protection sur le territoire national avec un accompagnement social exceptionnel qui permet l'accès à la langue, qui permet l'accès à l'intégration et qui permet d'ailleurs à ces personnes qui sont en situation de très grande vulnérabilité de pouvoir être dans les conditions de cette intégration. Vous êtes allé visiter le CRA de Vincennes, je vous invite à aller visiter les centres d'accueil et d'orientation que nous avons mis en place dans des villes comme Vitry-le-François ou d'autres, mais il n'en est pas question dans l'interrogation que vous m'adressez, parce que, bien entendu, il s'agit toujours de noircir le tableau, d'évoquer les sujets les plus difficiles sans jamais ne rien dire de ce qui est fait sur le plan humanitaire, ce qui est d'ailleurs dans le contexte que traverse notre pays d'une très grande irresponsabilité. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit dans votre question, Madame Benbassa, ça aurait été honnête, ça aurait été convenable, ça aurait été digne, puisque vous donnez des leçons de dignité, qu'il y a eu en 2013 300 personnes qui ont demandé l'asile à Calais, qu'il y en a eu en 2014 1000 et qu'il y en aura à la fin de l'année 2015 2000, parce que les services qui sont sous ma responsabilité souhaitent que tous ceux qui relèvent du statut de réfugié en France puissent y avoir accès dans les meilleures conditions parce que nous sommes la France. Pourquoi est-ce que vous n'indiquez pas, Madame Benbassa, dans votre question, que le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre et à sa demande, a mis en place à Calais 1500 accueil pour ceux qui sont en situation de vulnérabilité, qu'un accueil de jour a été mis en place, que nous avons installé des sanitaires, que nous avons installé récemment des conditions de nettoyage de ce camp qui n'existent pas, non pas parce que le tribunal administratif nous l'a demandé, mais parce que nous avions décidé de le faire depuis des mois. Vous ne le dites pas. Pourquoi ? Parce que votre préoccupation, Madame Benbassa, c'est comme celle d'autres d'ailleurs, qui sont plutôt de ce côté de cet hémicycle. Non, rassurez-vous, je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui sont en haut et à l'extrême droite et de ceux qui parfois leur emboîtent le pas. C'est d'instrumentaliser la question migratoire, à des fins politiques plutôt que de dire la vérité sur ce que nous faisons, tout simplement parce que ce pays est la France et qu'en France on réserve les meilleures conditions d'asile à ceux qui ont le droit à l'asile en France. J'aurais aimé vous entendre dire cela, mais pour cela, il aurait fallu que vous convoquiez dans votre question la vérité. On était loin de la vérité. La parole est maintenant notre collègue Annie David pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Non, n'y vous restez pas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Emmanuel Macron, le réseau hydroélectrique français, deuxième européen et totalement amorti, représente environ 12% de la production électrique nationale. C'est la seule énergie disponible à tout moment qui assure la continuité sur le réseau
et permet le développement des autres énergies renouvelables qui, elles, connaissent de fortes intermittences de production. Les barrages sont également au cœur de la sûreté du parc nucléaire, en fournissant l'eau nécessaire au refroidissement des centrales et en prévenant le risque d'inondation de ces sites. Or, le 22 octobre, la Commission européenne a adressé un courrier au gouvernement pointant, entre autres choses, une égalité des chances entre les opérateurs économiques dans l'accès aux ressources hydroélectriques, permettant à EDF de maintenir ou de renforcer sa position dominante en France, mais encore le risque d'un retard dans l'ouverture à la concurrence. EDF, entreprise publique détenue à plus de 80% par l'État, est en position dominante, nous le savons toutes et tous, et au groupe communiste républicain et citoyen, cela nous convient parfaitement. Mais la Commission va plus loin puisqu'elle préjuge des abus futurs et surtout remet en cause le bien fondé de notre législation ayant permis la mise en concession de 296 barrages qui ne sont pas concernés par l'ouverture à la concurrence. Non seulement vous avez accepté cette mise en concurrence dans la loi sur la transition énergétique, alors que les autres pays européens ont exclu les barrages de la directive concession, mais il semble qu'EDF sera désormais exclu des prochains appels d'offres, signant ainsi la fin d'une maîtrise publique essentielle, la fin de la péréquation et des tarifs régulés, la renonciation à la veille de la COP 21 d'un outil fondamental du mix énergétique et du développement des énergies renouvelables. Monsieur le ministre, comment expliquer que la France soit le seul pays européen à ouvrir ses barrages hydrauliques à la concurrence et à renoncer ainsi à la maîtrise publique de cet outil? Pouvez-vous prendre l'engagement qu'il n'y aura pas de privatisation de nos barrages qui, je vous le rappelle, sont propriété de la nation? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des transports de la mer et de la pêche, M. Alain Vidali. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur les questions des concessions hydroélectriques. Ce sujet a été longuement débattu lors de l'examen de la loi sur la transition énergétique. Il a effectivement connu une nouvelle actualité que vous venez de rappeler, puisque par décision du 22 octobre 2015, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France au titre de l'article 106 du traité, jugeant que les autorités françaises ont renforcé la position dominante de l'opérateur historique en lui accordant de gré à gré la majeure partie des concessions hydroélectriques et en ne renouvelant pas les concessions récemment arrivées à échéance. Vous le voyez, pour le moins, la Commission a un avis exactement opposé au vôtre sur la lecture de ce qu'on a mis dans la loi de transition énergétique. C'est un dossier ouvert depuis de nombreuses années auquel la loi de transition a apporté des solutions concrètes pour concilier les enjeux de concurrence soulevés par la Commission avec l'objectif de mieux valoriser la production d'énergie renouvelable dans le respect de l'environnement, en préservant un bon équilibre entre les différents usages de l'eau et en contribuant au développement territorial. Ségolène Royal a rencontré à plusieurs reprises la commissaire européenne qui s'occupe de cette question pour expliquer ce que nous avions fait dans la loi de transition énergétique. Donc je rappelle, elle a décidé de regrouper les concessions par vallée pour assurer une gestion cohérente de l'eau, d'assurer un contrôle public de l'exploitation des concessions grâce à des sociétés d'économie mixte qui associent les industriels, les collectivités locales et l'État, de sélectionner les meilleurs projets énergétiques par une mise en concurrence des opérateurs industriels, de créer des comités de gestion de l'usage de l'eau pour concilier les enjeux et suivre la mise en œuvre des contrats de concession, de sécuriser l'emploi en imposant le maintien du statut des industries électriques et gazières et la reprise des salariés lors des renouvellements. Au travers de ces réformes, Ségolène Royal entend favoriser l'investissement et le développement de l'hydroélectricité, première source d'électricité renouvelable en France. Cette réforme est une opportunité pour préserver et mieux valoriser le patrimoine hydroélectrique français. Merci, Monsieur le Ministre. Madame David, pour répliquer. Oui, rapidement, en 18 secondes, mais Monsieur le Ministre, je suis désolée, vous n'avez pas apporté de réponse à ma question sur l'ouverture à la concurrence et sur la position d'EDF. J'en suis désolée, puisque EDF a quand même annoncé la cession de 10 milliards d'euros de ses actifs et la menace de cette privatisation est un très mauvais coup porté à nos concitoyennes, à nos concitoyens. C'est surtout, Monsieur le Ministre, place nette faite au profit financier, ce que nous ne pouvons que regretter.
Merci. La parole est au questeur Dominique Bailly pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, monsieur le questeur. Merci. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Alors qu'entre 2010 et 2012, ce sont plus de 1000 écoles qui ont purement et simplement été rayées de la carte par le précédent gouvernement, nous voyons qu'aujourd'hui, Madame la ministre, la priorité du quinquennat est bien la jeunesse et l'éducation. Oui, l'action du gouvernement est sans équivoque en la matière et la refondation de l'école est une réussite. Je citerai quelques exemples rapidement, mes chers collègues. Plus de 47 000 postes créés depuis 2012 et le solde de 13 000 prévu pour l'année prochaine permettra d'atteindre l'objectif de 60 000 à la fin du quinquennat. Je rappelle à mes chers collègues que lors du précédent gouvernement, on avait supprimé plus de 70 000 en 5 ans. Les nouvelles activités périscolaires, tant décriées ici aussi, eh bien aujourd'hui, elles couvrent plus de 85% des communes. La scolarisation des moins de 3 ans en augmentation, le plan numérique dans l'école, la réforme des collèges, la formation des maîtres, bref, un panel d'outils pour moderniser notre système éducatif et construire l'école de demain ensemble. Oui, la mixité sociale dans les collèges s'inscrit, Madame la ministre, pleinement dans cette démarche. C'est pourquoi, en complément de la politique d'éducation prioritaire et de l'aide éducative, d'ailleurs renforcée cette année, vous lancez l'expérimentation d'une nouvelle carte scolaire sur 17 départements. De quoi s'agit-il? D'un redécoupage pour créer des secteurs multicollèges, alors qu'aujourd'hui, la règle est un secteur, un collège. Cette initiative reprend d'ailleurs, Madame la ministre, en partie les préconisations d'une mission sénatoriale qui était animée par notre collègue Françoise Cartron. Demain, donc, l'affectation des élèves... Vous pensez à votre question? Je vais, oui, mais si se fera sur plusieurs critères définis avec la communauté éducative et les parents. C'est donc une démarche qualitative, collaborative qui est initiée. Aussi, Madame la ministre, pourriez-vous nous préciser quels sont les accompagnements de l'État dans le cadre de cette expérimentation, ainsi que son calendrier? J'ai tenu, Monsieur le Président, malgré mes collègues. Moi aussi. Alors, la parole pour vous répondre est au ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame Vallaud-Belkacem, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bailly, merci pour votre question. Récemment, dans un micro-trottoir qui était diffusé à la télévision, je voyais une dame qui, s'agaçant du fait qu'on parle à nouveau de mixité sociale au collège, disait « mais c'est un sujet vieux comme le néolithique ». Bon, la référence historique est un peu osée, mais disons qu'en effet, c'est un sujet ancien. Et que précisément, l'ancienneté du sujet nous aide à y voir beaucoup plus clair sur ce qui marche et ce qui ne marche pas surtout. Et on sait par exemple aujourd'hui qu'une sectorisation trop stricte enferme les collégiens dans des établissements dont la composition sociale n'est que l'exact reflet du quartier dans lequel ils vivent. On sait, à contrario, que la libéralisation débridée de la carte scolaire, telle que l'avait voulu Nicolas Sarkozy en 2007, n'a fait qu'aggraver les difficultés des établissements les plus fragiles et fragiliser des établissements moyens, sans pour autant donner satisfaction aux parents. Et pourtant, il faut agir car l'absence de mixité n'a pas pour conséquence uniquement cette ghettoisation de certains établissements qu'on constate et qui est un véritable déni de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Elle a aussi pour conséquence, cette absence de mixité, la fermeture des perspectives de réussite scolaire pour les enfants qui apprennent autant de leurs pairs, des enfants qui les entourent, que de leurs enseignants. Or, lorsqu'ils ne sont entourés que d'enfants qui ont les mêmes profils sociaux qu'eux, leurs horizons sont pour le moins bouchés. Voilà pourquoi il faut agir, mais sans répéter les erreurs du passé. Alors, plutôt que d'imposer une réforme uniforme de la carte scolaire et aveugle à tout le territoire, nous avons voulu innover et nous appuyer pour cela sur les territoires eux-mêmes. Ils sont 17 départements de gauche comme de droite à avoir accepté de s'engager avec nous sur cette année 2016 dans des expérimentations inédites sur la base des outils de diagnostic de la ségrégation sociale que nous leur fournissons. Ils acceptent soit de mettre en place des secteurs multicollèges pour mieux répartir les élèves, soit de repenser la carte scolaire autour des transports urbains, soit d'offrir des projets pédagogiques aux collèges qui les rendent attractifs. C'est tout cela qui convaincra les Français que la mixité sociale, elle doit être désirée, c'est notre intérêt. Bien, la parole est à Madame Sylvie Goy-Chavent pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Agriculture, mes chers collègues, chevaux découpés encore vivants, vaches qui se débattent pendues à des crochets, animaux battus et martyrisés, l'affaire de l'abattoir d'Alès est une honte et c'est un nouveau coup dur pour la filière viande française.
En réponse, vous cherchez à minimiser le problème. Vous promettez de faire respecter le bien-être animal, vous déclarez que vous allez renforcer les contrôles. Mais de quel contrôle parlez-vous? L'abattoir d'Alès était régulièrement contrôlé et on a vu le résultat. Je dispose de plusieurs témoignages de professionnels des abattoirs qui prouvent que le cas de l'abattoir d'Alès n'est pas un cas isolé. C'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Il est temps, Monsieur le Ministre, d'ouvrir les abattoirs pour voir ce qui s'y passe. Il est grand temps de sanctionner les brebis galeuses. Les agriculteurs n'élèvent pas leurs animaux pour qu'on leur fasse subir des sévices inadmissibles sur la chaîne d'abattage. À Alès et parfois ailleurs, les animaux se débattent de longues minutes dans un mélange de sang et de matière fécale. Cette viande contaminée par la bactérie E. coli est ensuite écoulée dans les hôpitaux et les écoles, comme c'était le cas à Alès. Cette viande peut provoquer la mort ou de graves séquelles chez les consommateurs, mais ça non plus, vous n'en parlez pas. Il est temps de mettre fin à ces pratiques inadmissibles qui nuisent à nos éleveurs, aux consommateurs, sans parler des millions d'animaux dont les souffrances épouvantables pourraient être évitées. Alors, Monsieur le Ministre, Alès est fermé depuis plusieurs semaines et pendant tout ce temps-là, qu'avez-vous fait? Pour vous répondre, la parole est à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, vous avez commencé en posant votre question en disant que ce sujet venait s'ajouter à d'autres et aux difficultés d'élevage. La manière dont vous avez posé votre question me laisse penser que malheureusement cette question ne va pas non plus aller dans le sens de soutenir et l'élevage et les éleveurs aujourd'hui. Vous avez signalé des problèmes. J'aimerais d'ailleurs que sur tous ces rangs, ici comme à l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'on parle des abattoirs et qu'on demande au ministre de l'Agriculture de créer de nouveaux abattoirs, on pense aussi au contrôle des abattoirs. Et contrairement à ce que vous avez dit d'une manière péremptoire, le ministre de l'Agriculture d'abord fait des contrôles. Je rappellerai que entre 2010 et 2012, près de 440 postes ont été supprimés dans les services vétérinaires et qu'avec mon ministre, Terre, on aura 160 postes de créés d'ici 2017. Donc les contrôles seront renforcés. Deuxième point, j'ai pris des mesures dès le 3 novembre avec une lettre qui a été envoyée à tous les préfets, justement pour assurer l'ensemble de ces contrôles. La loi d'avenir agricole va mettre en place la transparence et la communication des contrôles. Ça existe déjà dans les restaurants, ça sera fait pour les abattoirs. Toute transparence doit être effectivement donnée et mise en œuvre parce que chacun a le droit de savoir. Et le bien-être animal, Madame la sénatrice, j'en suis comptable. Et comme vous, je ferai tout pour que ces contrôles et les abattoirs respectent les règles qui sont celles qui doivent être appliquées partout et dans tous les abattoirs, grands comme petits. Mais je voudrais vous rappeler que pendant l'année 2014, 104 avertissements ont été donnés aux abattoirs, 60 mises en demeure ont été données et 2 agréments ont été retirés. Donc contrairement à ce que vous dites, l'État contrôle, l'État continuera à contrôler, l'État continuera à renforcer ses contrôles et l'État jouera la transparence. Madame Gauchavant. Pour répliquer, Madame Gauchavant, mon cher collègue. Monsieur le Ministre, malheureusement, le scandale de l'abattoir d'Alès a prouvé une chose. C'est que les contrôles menés par l'État lorsqu'ils existent sont rarement suivis des faits. C'est pourquoi j'ai demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur la pratique dans les abattoirs français. C'est à ce prix et à ce prix que nous pourrons réformer ce qui doit l'être. Une soixantaine de sénateurs de toute sensibilité, mais aussi de très nombreux députés soutiennent cette démarche, de même qu'un collectif de 90 personnalités. Plusieurs pétitions diffusées sur Internet à ce sujet rassemblent plusieurs centaines de milliers de signatures. À quelques semaines des élections régionales, je ne doute pas que le gouvernement appuiera ma demande pour plus de transparence et plus de respect des animaux. Les veaux, les vaches et les chevaux de sel découpés encore vivants et qui agonisent en gigotant, ça suffit. Pendant la campagne au présidentiel, faut conclure. François Hollande avait assuré aux Français le changement. Et pour vous, c'est quand le changement dans les abattoirs, Monsieur le Ministre? La parole est maintenant à notre collègue Charles Guené pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur le ministre, votre projet de loi de finances prévoit un déficit budgétaire de 3,3% en 2016. Vous maintenez que la France sera en dessous des 3% exigés par les critères de convergence de la zone euro en 2017 avec 2,7% de déficit. Faut-il s'attendre à de nouvelles hausses de prélèvements quand on sait que la dépense publique, loin d'être maîtrisée, a cru de 0,9% en volume en 2015 ?
Le gouvernement s'est engagé à limiter la hausse de la dépense publique à 0,3% en volume en 2016, mais vous ne l'expliquez pas. Même le rapporteur général du budget socialiste à l'Assemblée nationale dénonce que plus de la moitié des économies de dépenses de l'État prévues en 2016 ne sont pas ou peu documentées. À ce rythme, le déficit sera en 2017 de 3,9%. C'est d'ailleurs ce que semblent justifier les réserves de Bruxelles qui ne croient pas en vos prévisions. La Commission européenne vous situe aux environs de 3,3% en 2017 quand vous annoncez le chiffre de 2,7%. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous un tel décalage chaque année entre vos prévisions et la réalité? Ne craignez-vous pas que nous perdions toute crédibilité aux yeux de nos partenaires européens? Pour vous répondre, la parole est à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Pardon ? À vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alain Guéné. Tout d'abord, Charles, pardon, parle. J'étais troublé par le Président. Je ne savais pas que je vous troublais, Monsieur le ministre. Mais vous voyez, ce n'est pas la première fois, Monsieur le Président. Et donc, je voulais tout d'abord excuser l'absence de Michel Sapin et de Christian Eckert qui sont retenus à l'Assemblée par le débat budgétaire. Vous avez, Monsieur le sénateur, interpellé le rapport de la Commission européenne qui s'est produit il y a environ une semaine et qui était d'ailleurs pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Vous savez que la Commission européenne a constaté, comme le gouvernement, le retour progressif de la croissance lié au soutien de la consommation mais aussi à la reprise de l'investissement et elle a validé les chiffres du gouvernement de déficit en 2015 comme en 2007, c'est-à-dire un déficit qui d'ailleurs, depuis que nous sommes en responsabilité, ne cesse de décroître par rapport à ce qui existait précédemment. Il sera, je vous le confirme, de 3,8, oui, messieurs les sénateurs et mesdames et les sénatrices, 3,8 en 2015, 3,4 en 2016. Et donc, vous me posez aussi la question de ce qui se passera en 2017, puisqu'effectivement, la Commission doit prendre en compte le troisième volet du plan de diminution des dépenses publiques, plan de diminution de 50 milliards. Il restera donc un volet de 15 milliards à mettre en œuvre pour 2017 qui explique que nous serons effectivement en 2017 dans ce que nous avons prévu, c'est-à-dire un déficit qui sera en dessous des 3%. Voilà, monsieur le sénateur, les éléments qui, tant dans la vérification de ce qui s'est passé depuis 3 ans, depuis 2 ans notamment, puisque toutes nos prévisions, qu'il s'agisse de croissance ou de déficit, ont été respectées. Voilà le plan de marche du gouvernement qui, je vous le confirme, mettra notre pays sous la barre des 3% en 2017. Pour la réplique, monsieur Charles Guéné. Je vous ai entendu, Monsieur le ministre, mais permettez-moi un fermatim du pouvoir socialiste. Engagement numéro 9 du programme présidentiel, le déficit public sera réduit à 3% du PIB en 2013. Il a été de 4,1%. Michel Sapin, 14 avril 2014. Il faut qu'il y ait 3% de déficit en 2015. Le déficit est estimé à 3,8%. Manuel Valls, 15 avril 2014. Nous tiendrons tous nos engagements, c'est la parole, la crédibilité de la France qui sont en jeu et personne ne peut les mettre en doute. Quant à Pierre Moscovici, je cite, « Dans la zone euro, seule la France, l'Espagne et la Grèce devraient connaître des déficits supérieurs à 3% du PIB en 2016. » Comment voulez-vous, dans ces conditions, Monsieur le ministre, que la parole de la France puisse continuer d'être crédible? Merci. La parole est à notre collègue Alain Durand pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. La loi pour la croissance et l'activité a posé les jalons importants pour la modernisation de notre économie. Ce travail important de réforme doit être poursuivi avec la même force de conviction. Vous avez annoncé ce lundi, Monsieur le ministre, les grandes orientations autour desquelles vous souhaitez bâtir le nouveau projet de loi que vous présenterez sur les nouvelles opportunités économiques pour notre pays. La numérisation de l'économie et de la société recèle en effet un potentiel immense en termes d'activité et d'emploi, à condition que nous nous adaptions, que nous anticipions et accompagnions les mutations en cours pour en faire une opportunité et non les subir. Nos modèles économiques sont en effet questionnés en profondeur par le développement accéléré de l'économie collaborative et du partage, par les nouveaux usages dont s'emparent les Français et aussi par l'arrivée de nouveaux acteurs.
Ces nouveaux modèles bousculent l'organisation du travail et des secteurs en place, comme l'a rappelé il y a encore quelques minutes le Premier ministre. Ils sont porteurs de très nombreux bénéfices pour les citoyens et les entrepreneurs de notre pays, comme ils peuvent quelquefois être source de danger si nous n'organisons pas les conditions harmonieuses de leur déploiement. Vous avez dès lors, Monsieur le ministre, donné les 3 dimensions essentielles qui guideront ce nouveau volet de réforme. Tout d'abord, faire émerger une économie de l'innovation, en soutenant les entreprises innovantes, en mettant en place de nouvelles voies de financement et en accompagnant les secteurs traditionnels vers cette nouvelle économie et ses atouts. Ensuite, accompagner les initiatives des créateurs et des entrepreneurs en termes de simplification, de formation et de soutien à la puissance publique. Enfin, construire des sécurités individuelles dans l'économie numérique. Monsieur le ministre, le calendrier de vos propositions est connu. L'ossature des propositions gouvernementales sera dévoilée courant décembre avec le dépôt de votre projet de loi en début de l'année 2016. D'ici là, pouvez-vous nous préciser, Monsieur le ministre, vos ambitions et celles du gouvernement? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Alain Durand, vous l'avez rappelé, les enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres face à cette transformation de nos économies, c'est un mouvement qui va beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus profond, qui du premier jour est immédiatement mondialisé et qui vient percuter des pans entiers de nos secteurs industriels comme de nos services et en même temps offre des opportunités de création d'emplois et de secteurs d'activité. Le défi qui est le nôtre, c'est d'une part de s'assurer que notre économie est prête à ces déploiements d'activités, c'est que nous préparons la transition d'une économie existante et que nous donnons à chacune et chacun leur place dans cette transformation. Alors pour ce faire, quels sont les défis qu'il nous faut préparer dans les semaines à venir? D'abord, en effet, s'assurer que nous innovons au bon rythme et à la bonne force. Et donc pour cela, adapter le cadre de financement, adapter parfois nos modalités réglementaires pour qu'on puisse innover plus vite, créer de nouvelles activités partout où cette innovation se fait et en même temps permettre en particulier à l'industrie existante de se transformer, ce que nous avons commencé à faire avec l'industrie du futur, ce qui suppose un investissement en capital physique et une modernisation, mais également un investissement en capital humain et donc une vraie politique de formation. Ensuite, c'est se donner les bonnes agilités. Et c'est en particulier le projet qui est porté par Myriam El Khomri, mais c'est donner la capacité à notre droit du travail d'être plus adaptable, plus flexible. C'est le compte personnel d'activité, mais c'est aussi donner partout sur le territoire et dans tous les secteurs d'activité la capacité de créer là aussi de nouvelles activités en donnant plus de liberté aux entrepreneurs et donc plus de fluidité entre les différents statuts d'entrepreneurs individuels et entre le statut d'entrepreneur individuel et d'entreprise, et de revoir la rigidité qui parfois existe en termes de qualification et métiers. Enfin, ce sont les sécurités, j'en vois deux. Celle en termes d'infrastructure, nous avons beaucoup travaillé avec la Haute Assemblée en ce sens grâce à la loi croissance-activité, et nous continuerons à aller plus loin en la matière. Et enfin, ce sont les sécurités individuelles qui vont avec le droit du travail. Merci. La parole est à Monsieur André Reichardt pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole pour 2 minutes, mon cher collègue. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le gouvernement a annoncé que dans le cadre de l'organisation de la COP 21, les contrôles aux frontières seront rétablis du 13 novembre au 13 décembre. Cette mesure, autorisée par les accords Schengen, est motivée par la volonté d'éviter l'entrée sur notre territoire à la fois de terroristes potentiels attirés par l'importance des délégations étrangères présentes pour l'événement et de groupes altermondialistes violents souhaitant perturber notamment les rassemblements de la coalition climat prévus à cette occasion. Je souhaite, Monsieur le ministre, vous poser 2 questions à cet égard. Dans un premier temps, j'aimerais que vous puissiez nous indiquer comment, concrètement, ces contrôles vont s'opérer sur le terrain. Allez-vous rétablir les postes frontières antérieurs? Rien qu'en Alsace, plus de 70 000 travailleurs frontaliers souhaitent le savoir. Ensuite, si l'on peut penser que les contrôles décourageront effectivement certaines entrées, ne pensez-vous pas que, pour l'essentiel, les éventuels terroristes ou fauteurs de troubles sont déjà en place dans notre pays, si l'on en juge notamment par ce que font les no-borders à Calais depuis 3 jours ou par la récente arrestation d'un candidat terroriste à Toulon? Je vous remercie. La parole est à Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le sénateur,
Votre question permet d'apporter des éclaircissements sur la décision qui a été prise par le gouvernement français dans la perspective de cette grande conférence internationale et qui est une décision d'ailleurs qui s'apparente à celle qu'ont pris d'autres gouvernements dans des circonstances comparables. Je pense à l'Allemagne à l'occasion d'un récent sommet international ou d'autres pays qui ont eu à accueillir la conférence climat. Nous n'allons pas fermer les frontières, contrairement à ce que certains ont prétendu, instrumentalisant cette décision de raison pour faire de la propagande électorale de mauvaise qualité. Nous allons mettre en place des contrôles aux frontières pendant 1 mois, comme le prévoient les articles 23 à 25 du Code de frontières Schengen, de manière à prévenir l'intrusion sur le territoire national d'individus qui pourraient représenter un risque. Vous me dites comment vont se passer ces contrôles. Je vais vous répondre très clairement. Nous allons mobiliser 13 000 de nos fonctionnaires, issus essentiellement pour 26 000 d'entre eux de la Direction centrale de la sécurité publique, 4 compagnies de CRS, des acteurs de la Direction centrale de la police de l'air et des frontières, pour procéder entre le 13 et le 19 novembre à des contrôles mobiles et aléatoires qui ne perturberont en rien la possibilité de mouvement de ceux qui sont transfrontaliers. Nous allons renforcer ces contrôles 10 jours avant les 2 manifestations des 29 novembre et 12 décembre et 4 jours avant ces manifestations, les contrôles seront plus systématiques. Donc nous aurons des moyens, nous aurons de la sécurité et nous n'aurons pas, pour ceux qui traversent la frontière quotidiennement, de conséquences en termes de mobilité. Voilà très exactement comment nous allons le faire. Vous me dites ensuite, cela il vous reste quelques secondes. Cela n'empêchera pas des terroristes ou des acteurs violents d'être sur le territoire national. Oui, il y en a, et nous prenons toutes dispositions pour éviter qu'ils ne nuisent, à l'instar de ce que nous avons fait à travers l'arrestation de Toulon, mais nous éviterons que d'autres viennent s'ajouter à eux, pouvant se trouver à l'origine de très graves troubles à l'ordre public. Merci. Monsieur André Reichardt. Monsieur le ministre, vous ne m'avez malheureusement pas rassuré. Je vous rappelle que lors du sommet de l'OTAN à Strasbourg, le rétablissement des contrôles aux frontières n'avait pas empêché les importants débordements qu'on a connus. Ensuite, depuis le début de l'année, vous le savez, au moins 800 000 migrants sont entrés en Europe Schengen sans jamais avoir été recensés. Un contrôle temporaire d'1 mois est dès lors aussi illusoire qu'inopérant. Comme les mesures pour contenir la pression migratoire, à savoir bouclage douanier, quotas d'accueil, centres aux portes de l'Union, incitation au retour, sont inefficaces, il y a urgence à repenser la notion de frontière et de passer à autre chose que Schengen pour assurer la sécurité de nos concitoyens. On n'entend malheureusement pas assez le gouvernement français sur ce sujet. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Christiane Kamerman pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le ministre, après 2,5 millions Alep, 2,5 millions d'habitants, a été coupé du monde et encerclé par les djihadistes islamiques, Daesh et le front Al-Nosra, qui s'entretuaient encore voici 3 à 4 semaines et sont maintenant unis contre l'armée officielle. La seule voie de communication d'Alep avec l'extérieur est devenue un lieu de combat entre les forces islamistes, djihadistes et l'armée syrienne. Il s'agit d'une tragédie que vivent des millions de civils et parmi eux quelques dizaines de Français. Pourquoi ne parle-t-on pas de cette tragédie dans les médias ? Je viens d'apprendre que le blocus a été parfaitement levé après 15 jours. Nous devons impérativement exercer une pression politique sur les pays qui arment et soutiennent ces islamistes fanatiques. Après avoir été privés de nourriture, de médicaments, de fioul et d'essence, les habitants sont condamnés à la soif et à l'obscurité. En effet, les djihadistes islamiques contrôlent l'eau qui arrive tous les 10-15 jours et l'électricité qui manque depuis des mois. Monsieur le ministre, nous devons absolument éviter la tragédie humaine qui menace les millions d'Alepins. C'est le moment pour la France d'intervenir rapidement et efficacement en faisant pression sur nos alliés de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar et de la Turquie.
Merci. Pour vous répondre, la parole est à M. Harlem Désir, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Kamerman, vous avez évidemment raison. La situation de la ville martyre d'Alep est un sujet de préoccupation sur lequel le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a attiré à plusieurs reprises l'attention de la communauté internationale. S'agissant du blocus que vous décrivez, comme vous l'avez vous-même indiqué, la situation vient d'évoluer au cours des dernières heures puisque les forces du régime syrien ont repris il y a peu la route qui avait été perdue le mois dernier. En revanche, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est la situation dramatique des populations civiles, c'est celle aussi de l'opposition modérée à Alep depuis plus d'un an. Celle-ci, l'opposition se bat courageusement contre un double ennemi, le régime qui poursuit ces attaques indiscriminées et dont il faut rappeler qu'il porte la principale responsabilité des attaques contre les civils, comme le rappellent régulièrement les Nations Unies, et d'autre part Daesh, dont on connaît également la monstruosité et la barbarie vis-à-vis des civils et de tous ceux qui ne se soumettent pas à son idéologie. Il n'y a donc pas de solution uniquement militaire à la crise syrienne et Laurent Fabius rappellera samedi à Vienne nos 3 priorités en concertation avec nos partenaires. D'abord, la priorité humanitaire, vous l'avez dit, il faut assurer l'accès humanitaire aux populations, la fin des bombardements indiscriminés et il faut donc obtenir un cessez-le-feu. Deuxièmement, la lutte contre le terrorisme. La France poursuit et accroît ses frappes contre Daesh et va déployer dans la région le porte-avions Charles de Gaulle. Nous devons également préserver l'opposition modérée car elle est le meilleur rempart contre les terroristes. Ce n'est pas le cas du régime syrien actuel. Troisièmement, la nécessité absolue, je le disais, d'une solution politique globale qui conditionne tous les progrès dans les autres domaines. Les contours de cette solution sont connus. Ils sont fondés sur ce qu'on appelle le communiqué de Genève, qui était issu de discussions internationales. C'est la mise en place d'un gouvernement de transition qui inclut à la fois des éléments du régime et de l'opposition, la préservation des institutions de l'État syrien. Mais Assad devra partir parce que tant qu'il sera là, il n'y aura pas de rassemblement du peuple syrien autour d'une solution de paix. Je vous remercie. Madame Kamerman, pour 12 secondes. Le général de Gaulle disait que cette obligation de jouer notre rôle à nous, de ne laisser à personne le droit d'agir ou de parler pour nous, marque l'esprit et la manière de notre participation aux entreprises internationales. On aimerait entendre la voix de la France plus haut et plus fort. Merci, ma chère collègue. Les prochaines questions d'actualité auront lieu mardi prochain à 16h45, jusqu'à 17h30. Elles seront retransmises sur Public Sénat et le site internet du Sénat. Nous suspendons la séance jusqu'à 16h15 et nous... Voilà, il est 16h. Merci si vous nous rejoignez en direct sur Public Sénat. Vous venez de suivre en direct cette séance des questions d'actualité au gouvernement. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Tam Tranui, toujours en direct de l'hémicycle du Sénat. Tam, puisqu'on l'a vu, désormais le Premier ministre Manuel Valls est toujours présent et il semblerait qu'il ait même pris goût à cette séance. C'est à vous, Tam. Et oui, c'était la petite réponse surprise du jour. On attendait Jean-Marie Le Guen à une question posée par Alain Vassel, sénateur du groupe Les Républicains, sur le report des réformes fiscales, notamment le report de la réforme de la dotation globale de fonctionnement, réforme reportée de janvier 2016 à janvier 2017. On n'a pas eu Jean-Marie Le Guen, on a eu Manuel Valls qui se sent décidément au Sénat comme chez lui. Écoutez. Il y a là, au Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le Président, une ambiance que j'aime désormais retrouver régulièrement. Et une attente que je ne trouve pas ailleurs, mais que je vois ici. Passé cette introduction qui appuie sur tous les bancs de l'hémicycle, le Premier ministre a égrené les réformes déjà faites par le gouvernement, mariage pour tous, non-cumul des mandats, réforme territoriale et j'en passe. Il a aussi parlé des grandes réformes à venir, notamment la grande réforme du Code du travail. Mais surtout, il a cherché à renvoyer les élus locaux à leurs propres contradictions. Vous n'avez cessé de demander le report de la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Et maintenant qu'on vous écoute, vous vous plaignez. Et de conclure dans une pique, nous, ce que nous voulons, ce n'est pas de l'esbrouf, mais des réformes qui s'inscrivent dans la durée.
Merci beaucoup Tam, et on vous retrouvera dans un instant. Deux invités m'ont rejoint sur ce plateau. Luc Carvounas, bonjour, sénateur socialiste du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Face à vous, Vincent Delahaye, bonjour, sénateur UDI-UC de l'Essonne, également maire de Massy. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va parler de tous les thèmes qui ont été développés lors de cette séance de questions d'actualité. Un mot peut-être à vous, Luc Carvounas, sur cette réponse de Manuel Valls. On voit le Premier ministre qui vient désormais régulièrement au Sénat pour répondre aux sénateurs. Ça va dans le bon sens selon vous? C'est une tradition à laquelle nous sommes très attachés depuis 2012. Moi j'ai vécu le Sénat en 2011 qui était un petit peu délaissé par le précédent président et précédent gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Moi je crois que c'est bien que le Parlement, les deux chambres et au moment des questions d'actualité, le Premier ministre, les membres du gouvernement. Et puis dans ce que j'ai vu là dans la première réponse du Premier ministre, c'est aussi la réponse à toutes celles et tous ceux qui pensent que le Premier ministre est tendu. Oui, justement, voilà. Donc vous avez un Premier ministre qui... de Perrine Ternot, Luc Carvounas, donc on va tout de suite l'écouter, puis on reviendra ici en plateau. C'est à vous, Perrine. Oui, exactement, Delphine. Manuel Valls, bonjour, merci d'être en direct sur notre antenne. Est-ce que, oui ou non, vous êtes pour une fusion des listes de gauche et de droite en vue du second tour, si le FN est en passe de remporter une région en France? Moi, j'ai trois priorités. D'abord, que les Français s'intéressent, se passionnent pour l'avenir de leur région. Aujourd'hui, 12 grandes régions hexagonales, je n'oublie pas la Corse, je n'oublie pas les régions ultramarines, 17 en tout, 12 régions hexagonales qui ont plus de pouvoir en matière économique, d'emploi, de formation. Donc que les Français s'intéressent à cette nouvelle France des territoires qui est importante pour leur avenir quotidien en matière de formation, de transport, d'éducation, d'environnement. La deuxième priorité, je vais m'engager, c'est que les listes socialistes et radicales de gauche soient les plus hautes possibles dès le premier tour pour l'emporter, pour garder un maximum de régions. Plus les listes des candidats socialistes et radicaux de gauche, avec souvent des présidents de régions sortants, avec parfois aussi de nouvelles têtes, sont hautes, plus les chances, les possibilités de l'emporter, de garder ces régions à gauche pour des politiques justes, solidaires, qui préparent l'avenir, seront garanties. Et j'ai une troisième priorité, faire en sorte qu'il n'y ait aucune, je dis bien aucune, région qui tombe dans les mains du Front National. Mais si les listes de gauche ne sont pas bien placées, est-ce que vous confirmez l'hypothèse que vous avez mise lors d'un déjeuner avec la presse mardi d'une fusion possible entre des listes républicaines de droite et de gauche? Mais sur les 17 régions hexagonales, Corse et ultramarines, la question se posera dans 1, 2 ou 3 régions maximum. Dans les autres régions, l'avenir des régions se dessinera dans une confrontation, dans un débat entre la droite républicaine et la gauche qui devra bien sûr se rassembler au second tour. Dans les autres régions où ce problème la question se pose alors sera posé aussi bien à la gauche et à la droite. Chacun devra à ce moment-là prendre des responsabilités et ces responsabilités, il y en a assez d'une certaine manière, d'une forme de cynisme, d'hypocrisie, comme si cette question ne se posait pas. Elle se posera le soir du premier tour pour chacun. La gauche a toujours pris ses responsabilités. Elle ne s'est jamais réfugiée dans un nini. Elle ne renvoie pas à dos la droite et l'extrême droite. Nous faisons la différence. Et la droite républicaine devra elle aussi faire le choix et ne pas renvoyer dos à dos l'extrême droite et la gauche. Le soir du premier tour, il ne faudra écarter aucune hypothèse et tout faire pour empêcher le Front National de gagner une région. Et nous verrons dans quelles conditions en fonction du résultat. C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire, n'écarter aucune hypothèse. Et ceux qui écartent aujourd'hui une hypothèse mentent aux Français. Il faudra bien trouver, si cette situation se présente, il faudra bien trouver une solution le soir du premier tour. Moi, j'aime mon pays. Je ne veux pas que des régions tombent dans les mains de l'extrême droite. Ça ne serait pas bon pour les petites gens dans les régions. Ça serait très négatif, ça serait terrible pour l'image de la France. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc, le plus haut possible au premier tour, rassembler la gauche pour le deuxième tour, tout faire pour que l'extrême droite ne prenne pas une région. Comment voulez-vous penser un seul instant que je laisserai agir, faire en sorte les choses, que le Front National prenne une région avec des candidats qui tiennent des propos racistes et antisémites? Non, ça n'est pas possible. Donc il faudra tout faire pour empêcher le Front National de gagner une région. Mais dernière question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de faire monter le Front National, justement en plaçant le Front National au centre du jeu, notamment Martine Aubry qui dit ça? Mais le Front National prospère sur les peurs, sur l'incapacité des responsables publics à tenir un discours de vérité. Moi je pense que la France et la République
sont au-delà même des clivages politiques. Dans la plupart des régions, encore une fois, le débat se fera entre la gauche et la droite, même s'il y aura des triangulaires, parce que le Front National risque d'être très haut dans un certain nombre de régions. Mais là où il y a un danger, là où le Front National peut gagner une région, il faudra tout faire. Et ne pas dire les vérités, ne pas dire les choses clairement aux Français, c'est ça qui casse, qui brise cette confiance entre les citoyens et les responsables publics. Moi, dans cette campagne, je m'engagerai aux côtés des socialistes et des radicaux de gauche, mais je sais qu'il faudra faire des choix au second tour, chaque chose en son temps, d'abord le premier tour, ensuite le deuxième tour, mais dans la clarté. Et moi, je veux préserver ce discours de vérité et cette clarté vis-à-vis des Français. Merci beaucoup Manuel Valls. On a entendu votre discours de vérité, comme vous venez de le dire. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. On se retrouve après avec d'autres invités, Delphine. Merci beaucoup Perrine. Effectivement, Vincent Delahaye, une réaction à ce qu'on vient d'entendre sur cette question d'une éventuelle fusion des listes. On vient encore de l'entendre, le Premier ministre Manuel Valls qui dit qu'il fera tout pour empêcher que le Front National remporte une victoire. Ça sous-entend peut-être effectivement des fusions de listes au second tour. Quelle est la position des centristes ? Ce que j'ai entendu moi d'abord du Premier ministre, c'est pas mal d'inquiétudes. La plupart des régions sont gérées par la gauche depuis très longtemps et par le Parti socialiste. Et le gouvernement est là en place depuis 3 ans et demi et on a un constat d'échec flagrant quand même de la politique qui est menée et c'est ça qu'on entend aussi dans la rue et de la part des Français. Et si les Français veulent finalement se défouler un petit peu au moment de ces régionales, je ne peux pas dire que le gouvernement actuel et le précédent, celui de Jean-Marc Ayrault, soient complètement innocents de cette situation. Donc après, c'est vrai qu'on a une situation compliquée. Moi, je pense qu'il faut d'abord intéresser effectivement les Français sur le premier tour, sur les enjeux essentiels. C'est pas si facile que ça parce qu'ils s'en aperçoivent pas forcément, sauf ceux qui sont dans les transports en commun, notamment en Ile-de-France. Quand il y a des problèmes de transport en commun, ils doivent savoir que c'est la région qui est derrière. Quand il y a des problèmes d'emploi, de formation, d'apprentissage, c'est aussi la région. Et au bout d'un moment, il faut quand même savoir qui est responsable de la situation actuelle. Donc moi, je crois que c'est ça qui est aussi important aujourd'hui. C'est facile de s'en exonérer, mais les responsables sont aussi ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui. Luc Arvounas, on voit que cette stratégie proposée par le Premier ministre agace. On ne fait pas une campagne en envisageant la défaite. C'est ce qu'on a pu entendre. Finalement, vous êtes un peu fait avoir avec cette histoire du MPS. Non, ça n'existe. L'UMPS, c'est une fable de Madame Le Pen. Parce qu'elle prospère sur cela. Écoutez, je crois que les choses ont été claires de la bouche du Premier ministre. Moi, au contraire, c'est ce que j'allais dire qu'on soit interrompu par l'interview dans la salle des conférences. Moi, je trouve que le Premier ministre, au contraire, est très serein. Après, j'espère aussi, chers collègues, que nous sommes tous inquiets face à la montée du Front National. Moi, j'ai plutôt envie de parler de l'extrême droite. Cette extrême droite, vous savez, qui discute avec des partis néo-nazis dans toute l'Europe. Parce qu'à force de banaliser le Front National, il faut aussi se rappeler ce qu'il est. Et moi, si j'étais la droite républicaine, je serais aussi inquiète. Parce que si elle était en si bon état que cela, on ne serait pas en train de se poser la question de savoir pourquoi il devrait y avoir un front républicain dans 1, 2 ou 3 régions. Mais la droite ne se pose aucune question sur son état à elle. Très bien. En tous les cas, oui, j'ai une inquiétude politique et personnelle. De voir demain une région, peut-être, à mon sens, la question se posera, selon moi, que dans une région, dans le Nord, qui a la taille du Danemark, de 6 millions d'habitants. Ça peut aussi se poser en PACA ou en Alsace. Je ne le pense pas, je ne le crois pas. En tous les cas, Pierre de Saint-Illon, notre candidat, est la révélation de ces élections régionales. Oui. Je suis de ceux Mais il s'oppose à Manuel Valls. Je suis de ceux qui pensent... oui, mais il faut aussi que les petites phrases stoppent du côté de celles et ceux qui l'entourent, parce que je comprends bien qu'on a envie de bien faire. Mais en tous les cas, on ne va pas reprocher, et j'en arrêterai là, au chef du gouvernement, Manuel Valls, dans un déjeuner où il est interrogé, que diriez-vous s'il ne répondait pas en vérité aux questions des journalistes, de pouvoir poser différentes hypothèses. Celle-là en fait partie de ce rassemblement des Républicains, de celles et ceux qui aiment la France et la République contre l'extrême droite. À ce jour, moi je suis le directeur de campagne de Claude Barthelone, je fais tout pour que nous soyons premiers au premier tour. Donc si la question doit se poser, elle devra se poser au sort du premier tour. Mais pour autant, rien ne nous empêche de pouvoir sereinement, parce que nous sommes des républicains, poser cet éventail. On va poursuivre ce débat dans un instant, mais on va tout de suite retourner à la salle des conférences où nous attend Perrine Tarnaud avec Jean-Vincent Placé, le chef de file des sénateurs écologistes ici au Sénat. Oui, Jean-Vincent Placé, bonjour. On vient d'entendre le Premier ministre en direct sur notre antenne tout à l'heure, qui dit qu'il faut tenir ce discours de vérité aux Français et qu'il ne faut pas écarter effectivement l'hypothèse d'une fusion des listes de gauche et de droite entre les 2 tours des régionales si le Front National est en passe de remporter une région. Vous êtes d'accord avec cette ligne ? Alors déjà, il y a un premier tour, il faut faire le maximum. Et
moi-même, avec mes amis de l'UDE, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pensé qu'il valait mieux que dans les majorités sortantes dans lesquelles nous avons bien travaillé, il valait mieux y avoir des listes d'unités de rassemblement plutôt que des listes de division. C'est pour cela que sur l'essentiel des régions françaises, nous, avec François de Rugy, Jean-Luc Benamias, les amis écologistes et démocrates, nous sommes avec les présidents de régions sortants. Donc il faut faire le premier tour de façon volontariste, tant sur le bilan que sur le projet, ça me paraît extrêmement important. Et après? Après, je ne fuis pas votre question, Madame Tarnaud, et sur le deuxième tour, les choses doivent être très claires. D'une part, il faut tout faire pour gagner, donc rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes. Quitte à fusionner? En étant avec le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts, bien naturellement. Et je le dis très clairement, il faut faire tout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exécutif du Front National. Ce serait un drame pour les populations. Et ce n'est pas là de gaieté de cœur, évidemment, que je dis cette phrase-là. Donc, à minima, le retrait, et je le dis aussi très clairement, comme le Premier ministre, pourquoi pas la fusion politique et technique avec les listes de la droite républicaine. Parce que moi, je ne confonds pas les Républicains et le Front National. Mais de dire ça aujourd'hui, est-ce que vous ne tuez pas le premier tour? Est-ce que vous ne mettez pas le caleçon après le pantalon, comme dit Jean-Christophe Cambadélis? Et c'est bien naturel que vous fassiez, Mme Tarnaud, votre travail d'informer les Françaises et les Français. Vous posez des questions et on ne doit pas s'y dérober. Pourquoi? Parce que c'est une élection à 2 tours et les Françaises et les Français ont le droit de savoir s'ils votent pour nous au premier tour, ce que nous ferons au deuxième. Donc c'est le devoir de vérité, d'éthique et de transparence. Et donc à cet égard, moi je dis très clairement, on fait tout pour le premier tour, on rassemble la gauche et les écologistes au deuxième tour, et pour lutter contre le Front National, si nécessaire, désistement. Vous voyez bien ce que ça veut dire, le crève-cœur que pourrait être pour nos militants, nos élus, le fait de ne pas siéger, mais nous préférons ne pas siéger pendant 6 ans qu'il y ait le Front National. Et si l'efficacité électorale dispose que pour battre le Front National, il faut fusionner, je le dis, pourquoi pas? Nous en parlerons le 6 décembre au soir. Mais un projet commun pourrait être possible avec, par exemple, la liste de Xavier Bertrand dans le Nord. Sans rentrer dans les détails, la loi électorale dispose qu'il y ait une prime à celui qui arrive en tête et qui gagne le scrutin. Il me semblerait assez naturel qu'il y ait une majorité acquise pour celui qui arrive en tête. Donc pourquoi pas, admettons, la droite en PACA ou dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et auquel cas il y aurait une minorité technique de la gauche qui permettrait à ce que le Front National ne soit pas gagnant. On attend maintenant la réponse des Républicains, alors Jean-Vincent Placé. Oui, mais à la limite, c'est leur problème, parce qu'en réalité, c'est qu'on doit avoir une prise de conscience les uns et les autres, que c'est au-delà des tactiques politiciennes, la nécessité quand même que, y compris les 6 et 13 décembre, juste au moment à la conclusion de la COP21, le message de la France, c'est qu'il y ait des régions du Front National. Merci Jean-Vincent Placé d'avoir répondu en direct à nos questions. On se retrouve dans quelques instants, Delphine, avec d'autres invités. Merci beaucoup Perrine. Vincent Delahaye, encore un mot peut-être sur cette question de stratégie à l'approche des élections régionales. Est-ce qu'au-delà des régionales, Manuel Valls ne songe pas aussi à 2017? Est-ce qu'il pourrait se passer avec un second tour avec Marine Le Pen? Écoutez, je ne sais pas s'il songe à ça. Moi, je le sens très inquiet, personnellement. Je pense qu'il a une certaine responsabilité dans cette inquiétude et que nous, disons, le rassemblement de la droite et du centre, c'est pas nous qui avons géré les régions depuis 17 ans. La plupart des régions ont été gérées par la gauche. Aujourd'hui, on a un enjeu important de gestion de ces régions et je pense qu'il faut se concentrer aussi là-dessus. Le débat, il porte un petit peu trop sur le deuxième tour. Effectivement, il faut, je suis d'accord, se concentrer d'abord sur le premier tour, sur les enjeux d'une région qui est les transports, le développement économique, l'emploi, la formation professionnelle. C'est des sujets majeurs qui intéressent au quotidien nos concitoyens. Et je pense que c'est d'abord là-dessus. En Ile-de-France, on a Valérie Pécresse qui est une excellente candidate, qui est une femme qui travaille. S'il n'y a pas de réponse de la droite et du centre sur le positionnement, on verra les résultats. Vous savez, les sondages ne font pas les résultats. La droite et le centre comme irresponsables. Les sondages ne font pas les résultats. Donc on est parfois surpris. On l'a été en Grande-Bretagne il n'y a pas très longtemps où David Cameron devait être très juste pour être élu et finalement il a été élu très largement. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des craintes. On est là pour travailler. Nous sommes des élus responsables et on travaille. Donc faisons notre travail. On verra le résultat au soir du premier tour et on prendra nos responsabilités en fonction de ça. Ouais, Luc Carbonas. Très rapidement, moi je crois que nos compatriotes, à chaque fois qu'il leur est donné de faire démentir les sondages, ils le démontrent. Ça a été encore le cas aux dernières européennes. Donc attendons de voir le 6 décembre. Moi je reste de ceux qui sont persuadés que Pierre de Saint-Élion va être la belle surprise de ce soir-là. Après je reste
extrêmement inquiet, notamment par rapport à certains positionnements. Autant je suis satisfait d'entendre que le président du conseil départemental du Nord, qui est je crois de votre famille politique, appelle dans ce cas-là à un exécutif d'union régionale. Il est la seule voix aujourd'hui au centre à l'affirmer de telle manière. Oui, c'est l'ancien sénateur Jean-René Le Serre. Tout à fait, notre ancien collègue. Mais je reste inquiet, chers collègues, vous parlez de l'Île-de-France, notre région à tous les deux, nous sommes maires tous les deux. J'ai envie de vous dire, nous sommes cette année à l'anniversaire du 40e anniversaire de la loi sur l'IVG. Ils sont où les héritiers de Simone Veil quand vous acceptez avec Chantal Joanneau que figurent sur la liste de Valérie Pécresse des candidats de la Manif pour tous et de Sens commun qui représentent la droite extrême? Ils sont où? Où sont vos valeurs? Comment vous pouvez accepter cela? Comment demain on pourrait imaginer... Je vais finir. Extrême, hein, attendez. La Manif pour tous n'est pas la droite extrême. Eh bien, ceux qui nous écoutent en jugeront. Ouais. Mais moi, je me demande si demain vous gagnez la région, s'il y a une alternance. Valérie et qu'un de ces militants... Et qu'un de ces militants, oui, on attendra de voir. Oui. Parce qu'un de ces militants demain, qui devient conseiller régional et qui préside la commission éducation des plus de 400 lycées, il va mettre un mouchoir sur ses idées politiques, philosophiques, parfois religieuses, par rapport au planning familial et toutes ces questions-là. On n'entend rien de la part de Chantal Joanneau. Écoutez, la loi sur le mariage pour tous a divisé pas mal les Français. Elle n'a pas fait que rassembler, loin de là. Nous sommes dans une démarche de rassemblement, et dans cette démarche de rassemblement, il y a des gens qui peuvent avoir des points de vue un peu différents, qui se retrouvent sur une même liste. Moi, ça ne me choque pas. Donc, il faut, voilà, c'est des gens qui sont très attachés. C'est pas du tout l'alliance, c'est pas du tout l'alliance. Excusez-moi, parce que je ne vous ai pas interrompu, chers collègues, donc je pense que c'est bien de se laisser exprimer chacun. Moi, je pense qu'on a une liste de rassemblement. Valérie Pécresse est une femme qui a travaillé depuis très longtemps sur le terrain, qui est quelqu'un qui connaît bien l'entreprise, voilà, qui a cette motivation et cette volonté de rassembler. Je pense que c'est bien pour l'Île-de-France d'apporter un changement le 6 et le 13 décembre prochain. Il n'y a pas que le sujet de la Manif pour tous. Moi, je suis vraiment très surpris, encore une fois, qu'une vingtaine de colistiers s'apparentent à ce que moi, je qualifie être la droite extrême. Encore une fois, demain, je n'imagine pas, avec ce type de conseillers régionaux, qui ne mettront pas un mouchoir sur leurs valeurs philosophiques et leur vision de la société. Je comprends que Chantal Joanneau soit extrêmement mal à l'aise, puisque on en serait à vouloir lancer un numéro vert. Où est Chantal Joanneau dans cette campagne électorale? Elle a disparu des radars, chers collègues. Elle est posera les questions. Où elle est dans la campagne? Elle était à Massy la semaine dernière. On l'entend sur rien. Elle était à Massy. Alors Vincent Delahaye, peut-être. Elle est très mal à l'aise. Oui, Chantal Joanneau... Car vous dit qu'elle est absente de cette campagne pour les élections. Elle n'est pas du tout absente. On a une réunion publique la semaine dernière à Massy avec Valérie Pécresse et Chantal Joanneau. Chantal Joanneau est pressentie pour être la première vice-présidente de la région si Valérie Pécresse en est la présidente, ce qui ferait un duo de femmes inédit quand même à la tête d'une région aussi importante que celle de l'Île-de-France. Je crois que c'est une belle opportunité pour nous de montrer justement que l'Île-de-France peut aller de l'avant, y compris sur ce sujet-là, avec des gens divers sur les listes, mais ça fait partie d'une volonté de rassemblement. On ne peut pas rassembler que des gens qui nous ressemblent. Sinon, c'est plus un rassemblement. Donc, c'est normal que dans un rassemblement, il y ait des gens avec des opinions un peu diverses sur des sujets de société. C'est pas anormal. Moi, je suis désolé, je vous suis pas sur ce terrain-là. Non, mais on n'a pas la même vision de la société, c'est normal. Ce qui m'intéresse, c'est le fond, c'est le travail que l'on a à réaliser pour la région, ce qu'on peut faire pour améliorer les transports au quotidien, développer l'emploi dans cette région. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir si tel ou tel pense ci ou ça. Pour commenter aussi la séance de questions d'actualité et sur cette question de l'instabilité fiscale. Sur Chantal, juste un mot. Sur Chantal Joanneau, première vice-présidente, c'est pas le fond, c'est un accord politique pour avoir accepté son retrait. Pour le reste de la situation, c'est important comme première vice-présidente. J'attends de voir quelle sera la négociation d'entre deux tours, puisque le seul réservoir de voix que vous aurez pour gagner la région, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Nous, au moins, on sait qu'en 2010, nous avons mis sur la table avec les écologistes le pass Navigo. Nous, aujourd'hui, les Franciliens ne savent pas ce que sera le deal politique avec aussi les souverainistes de Dupont-Aignan. Eh bien, ce n'est pas l'Île-de-France que je souhaite pour demain. Allez, on va poursuivre ce débat et on va tout de suite retrouver Perrine Tarnaud, salle des conférences, avec la sénatrice centriste Sylvie Goy-Chavent. Exactement, Delphine Sylvie Goy-Chavent, bonjour. Bonjour. Vous avez interpellé le gouvernement tout à l'heure sur la situation des abattoirs français. Ça fait bien sûr suite au scandale d'Alès, des conditions sanitaires déplorables. Est-ce que, premièrement, vous avez été satisfaite de la réponse du ministre? Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent après ce scandale? Écoutez, le ministre m'a fait la même réponse qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire tout va bien dans le meilleur des mondes, on fait des contrôles et vraiment tout va bien. Et mes remarques ne risquent
que de pénaliser la filière viande, alors que c'est tout à fait le contraire. Si on continue à ne rien dire, si on continue à avoir cette politique de l'autruche concernant cette filière viande, on va complètement tuer nos éleveurs qui vraiment méritent autre chose et n'ont vraiment pas besoin de ça. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, vous qui connaissez bien, vous travaillez sur cette question des abattoirs de la viande depuis longtemps? Bah écoutez, quand je discute avec des éleveurs, ils sont horrifiés de ce qui se passe sur leur bétail. Ils élèvent un animal pendant 2 ans et demi, 3 ans, dans de bonnes conditions, ils le soignent, etc. Et ils n'ont pas du tout envie de le voir mourir dans des conditions pitoyables. De l'autre côté de la frontière de l'abattage, il y a les artisans bouchers et charcutiers qui, eux, déplorent une qualité de viande médiocre parce qu'une bête qui a souffert a forcément une viande qui noircit, qui se conserve mal. Donc vous voyez, le consommateur au bout qui, lui, du coup, ne sait pas du tout ce qui se passe et est horrifié des images qu'il a vues. Et bien évidemment, il a raison. Et du coup, une baisse de consommation de viande. Donc il faut qu'on réagisse, il faut qu'on assainisse cette filière viande, il faut qu'on travaille sur la transparence dans les abattoirs pour pénaliser les brebis galeuses, comme je l'ai dit dans ma question, et valoriser ceux qui travaillent proprement. Mais j'imagine que des contrôles sanitaires existent. Et oui, il faut croire qu'ils sont insuffisants et qu'ils ne sont pas adaptés et qu'ils sont sans effet, puisque on voit que l'abattoir d'Alès, moi j'entends parler depuis plusieurs années et ça sort maintenant. J'imagine qu'il y en a d'autres, puisque j'ai des témoignages de professionnels qui travaillent dans des abattoirs qui, eux, me disent que Alès n'est pas du tout un cas isolé. Donc il faut vraiment qu'on réagisse pour sauver nos éleveurs, pour la condition animale, parce que c'est inadmissible ce qui se passe dans certains abattoirs, et bien sûr aussi pour le consommateur qui mérite de manger de la qualité. Donc réagir, c'est-à-dire concrètement, vous allez faire quoi, vous, en tant que parlementaire, sénatrice? Écoutez, moi j'ai lancé une proposition de résolution pour qu'il y ait une commission d'enquête qui se mette en place. J'ai d'ores et déjà 70 signatures, j'en ai même eu 2 qui ont co-signé pendant que je posais ma question. Donc vous voyez, et c'est tout courant, hein, donc ça et vous touche tout le espérez monde. que cette commission d'enquête va voir le jour? Écoutez, ce serait quand même assez inadmissible que quand 70 sénateurs, de nombreux députés à l'Assemblée nationale, 90 personnalités qui ont co-signé donc ce souhait d'avoir une commission d'enquête, plus des signatures innombrables sur des pétitions sur Internet, ce serait vraiment inadmissible si ce n'était pas suivi des faits, ce serait vraiment un déni de démocratie. Ça veut dire qu'il y a pas mal de pression. C'est vrai que le secteur de la viande ne va pas très bien. En ce moment, on a tous lu l'enquête de l'OMS disant que consommer trop de viande pourrait être cancérigène. Écoutez, on peut dire tout et son contraire pour nuire à la filière viande. Moi, c'est pas du tout mon souhait, mon envie. Je consomme de la viande, mais je consomme de la viande de qualité et je consomme de la viande quand je sais comment et où elle a été abattue, l'animal a été abattu. Mais ça, les Français ne le savent pas toujours. Mais oui, hein. mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut de traçabilité, il reste beaucoup de choses à faire. Oui, c'est vrai. Alors, il y a déjà de gros efforts qui ont été faits. Les éleveurs, eux, ont des normes énormes sur les épaules et y répondent. Les artisans bouchers également. Mais entre les deux, il y a des normes, mais on contrôle moyennement. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. D'ailleurs, on voit bien que c'est un sujet qui est très sensible puisqu'on sent que tout de suite les hérissons sortent les épines, mais franchement il y a un travail à faire si on ne veut pas tuer notre filière viande. Vous savez, il y a quand même un éleveur par jour qui se suicide en France. On en parle bien peu et pourtant ce sont des gens qui vivent de rien par rapport au travail qu'ils font, 365 jours par an, H24, ça mérite plus quand même. Très bien, écoutez, merci Sylvie Goy-Chavent. On suivra votre pétition et peut-être l'aboutissement ou non de votre commission d'enquête ici au Sénat. Merci Delphine. Merci beaucoup Perrine. Et avant de terminer cette édition avec nos 2 invités, un petit mot sur les questions de fiscalité abordées également lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Vincent Delahaye, on a vu le sénateur Les Républicains Alain Vassel interroger le Manuel Valls, notamment sur les questions de prélèvement à la source. Alors on sait que le Premier ministre y est favorable pour le 1er janvier 2018. Dans le même temps, à l'Assemblée nationale, il y a cet amendement Hérault pour un remplacement d'une partie de la prime d'activité par une baisse de la CSG. Ça sera un premier pas vers un impôt citoyen sur le revenu. Est-ce que le message du gouvernement est brouillé en matière de fiscalité aujourd'hui ? Je pense qu'on nous a annoncé un grand soir fiscal après avoir fait un gros choc fiscal à partir de 2012 et qui venait à la suite déjà d'augmentation d'impôts du précédent gouvernement, il faut bien le reconnaître, que j'avais dénoncé moi quand j'avais été élu sénateur en septembre 2011. On est reparti sur une stratégie de baisse des déficits qui finalement ne donne pas vraiment de résultats parce que les déficits baissent très très peu. Cette année, on nous annonce 1 milliard de moins pour l'année prochaine, c'est-à-dire on passe de 73 à 72 milliards, ce qui est très peu. On s'est aperçu que ce choc fiscal ne marchait pas. Même le Premier ministre aujourd'hui reconnaît que c'était finalement une mauvaise idée,
qu'on nous avait annoncé un grand soir fiscal qu'on n'a pas vu venir, et maintenant on nous parle d'impôt citoyen. Qu'est-ce que c'est qu'un impôt citoyen? L'impôt citoyen, il existe déjà. Les impôts, ils sont déjà citoyens, ils nous aident à financer nos services publics. Donc ça, moi ça me fait doucement rire, cet impôt citoyen. Je pense que la CSG et l'impôt sur le revenu ont des modes de calcul différents. Ils ont des éléments qui sont pris en compte, notamment par rapport au quotient familial dans l'impôt sur le revenu, et c'est quelque chose de très important qui n'est pas du tout pris en compte dans la CSG, qui est totalement proportionnelle. La proportionnalité, c'est pas injuste, hein. Ça veut dire que si vous gagnez 4 fois plus que l'autre, vous payez 4 fois plus. Donc après, on peut apporter une dose de progressivité comme on l'a fait, mais très forte finalement dans l'impôt sur le revenu. Moi, je suis pour qu'on arrive à baisser les impôts, mais si on veut baisser les impôts, il faut commencer par baisser la dépense publique, et c'est pas la voie qui a été suivie ces dernières années. Moi, je suis pour une vraie baisse de la dépense publique. Carvounas, pour terminer ce débat, est-ce que vous n'avez pas peur que le message du gouvernement qui veut montrer qu'il baisse les impôts d'ici la fin du quinquennat soit parasité en quelque sorte par le vote de ce qui va se passer? Vous avez raison, hein, c'est le risque, bien sûr. Bien sûr que c'est le risque. Moi, ce que je vois dans la constance de notre action, et on va le retrouver dans les débats du PLF à venir, c'est quand même que les impôts auprès de 9 millions et quelques de nos concitoyens ont diminué, et cela va continuer. Après, sur cette idée de réforme qui sera votée à l'Assemblée nationale dans les heures à venir ou pas, moi j'attends qu'on ait le débat. J'attends qu'on ait le débat ici au Sénat. La prime d'activité, on vient de l'installer. On nous propose d'en prendre déjà une partie. Faut voir, comme l'a dit le collègue à l'Assemblée nationale Dominique Lefebvre, à ce que le plus ne se devienne pas un moins, puisque la partie revient en termes de net sur le salaire de la personne concernée, selon les critères de SMIC 1, 1, 3, et donc peut être imposable un peu plus. Ouais. Donc moi, comme on dit souvent ici au Sénat, il faut étudier les effets d'impact. Si vous m'interrogez comme ça, in fine, si la solution c'est de diminuer la CSG pour les plus faibles revenus, ok. Si c'est pour que ce soit un effet inverse, soyons vigilants et attentifs. On suivra le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat s'il arrive ici en séance. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce débat. C'est la fin de cette édition. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.